Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Bonjour à tous, bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix. Bonjour à Françoise, Joseph et Philippe. Au sommaire de cette émission, Jean-Luc Mélenchon qui lance sa tournée des facs après ses conférences de soutien aux Palestiniens annulées à Lille. Le leader des Insoumis dénonce une volonté de protéger un génocide à Gaza alors que des plaintes sont déposées contre Rima Hassan ou Mathilde Panot pour apologie du terrorisme suite au communiqué d'LFI le 7 octobre évoquant une offensive armée de forces palestiniennes et d'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Philippe. Alors parlons vrai, Jean-Luc Mélenchon joue-t-il un jeu dangereux en plaçant le conflit israélo-palestinien au cœur de la campagne des Européennes? Est-ce qu'il n'est pas en pré-campagne présidentielle vu la tournée des facs? Est-ce que la France insoumise et son fondateur seraient capables de se ranger derrière François Ruffin, qui, selon un dernier sondage fait par les amis de François Ruffin, serait mieux placé que lui à la prochaine présidentielle? Et à cette question, Mélenchon est-il encore le meilleur leader pour LFI? Vous dites non à 84%. Vous voulez réagir? Aude et son sourire, vos attentes au 0826 300 300. Et on en parlera avec notre expert du jour, notamment Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Et puis le coup de projecteur à 18h30, à la veille d'une campagne de sensibilisation aux violences éducatives ordinaires. Eh bien, la Cour d'appel de Metz surprend. Elle s'appuie sur un droit de correction qui serait reconnu aux parents pour relaxer un père accusé de maltraitance. L'ancien policier est accusé de violence par ses enfants et son épouse, et ça fait débattre. Alors parlons vrai, est-il légitime de parler d'un droit de correction reconnu aux parents malgré la loi de 2019 qui interdit les châtiments corporels envers les enfants? Est-ce que dans ce contexte de débat sur le sursaut d'autorité, on doit craindre l'augmentation des violences éducatives? Jusqu'à quel point les parents sont-ils libres d'éduquer leurs enfants comme ils le souhaitent? Et à cette question, les parents ont-ils un droit de correction sur leurs enfants? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir encore et toujours au 0826 300 300. Et on en parlera avec notre experte du jour, Edwige Antier, pédiatre, ancienne députée. Vous vous souvenez, elle était fortement engagée justement sur cette loi anti-fessée. On en parlera avec nos éditorialistes du jour tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Oh, le petit ukulélé pour annoncer la présence de Philippe Bilger. Ça me va comme un gant. Mais j'aime bien, je m'y habitue. On vous a dit que vous avez un petit côté vainé. À vous trouver, avec vous l'avez. Un collier de fleurs de carré, ça vous c'est gonflé. Écoute, il faut. Elle est vous partie aussi, comme un soufflé. Je vous vois bien en vainé. C'est très beau Tahiti, mais enfin, faut pas y rester trop longtemps, mais c'est pas mal. Enfin, ça nous ferait pas de mal. On peut faire un bad buzz à Tahiti. Allez, oui, Philippe Bilger, je présente quand même. Je ne les présente plus, président de l'Institut de la Parole, auteur de livres propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Vous allez bien? Vous êtes un peu enrhumé. Vous entendez? Non, je traîne ça depuis 3 mois, Stéphanie, donc j'espère que ça ne va pas troubler votre réflexion. Non. Françoise Degois, éditorialiste Coucou. Sud Radio, auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plomb. Vous allez bien? Ça va? Je suis en pleine forme. Vous avez bonne mine? Je vais très bien, je me sens très bien, j'adore la période. C'est ironique ou c'est vrai? Réfléchissez, d'après vous, totalement ironique, c'est vraiment une période dégueulasse, comme rarement on en a vu, c'est vrai, il faut quand même le dire. Mais on est là ensemble, c'est ça qui est super. Absolument. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, bonjour. Un peu épuisé, bonsoir, un peu épuisé par le réchauffement climatique avec cette chaleur, c'est quand même assez extraordinaire. C'est vrai que... Là, je suis venu en short au studio. Ici, il fait chaud, là, quand même, dans le studio. Et vous avez des mollets qui rappellent ceux de Bernard Hinault. Là, on les a vus, impressionnants. Vous connaissez les mollets de Joseph, donc? Oui, on les a vus, parce qu'il est en short. Vous n'avez pas vu dans la rédaction? Le plus intéressant, c'est qu'il connaît les mollets. Enfin, France entière connaît les mollets de Bernard. Oui, tout le monde a vu Bernard Hinault pédaler quand même. Bientôt, il va connaître vos mollets. Attention, Stéphanie, il ne va pas savoir tout ce qu'il connaît de Cécile de Bénibus. Non. Et notre auditeur du jour, Julien de l'Essonne, avec son coup de gueule aujourd'hui à Julien, l'identité numérique. Julien, bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous allez bien, Julien? Et moi, je me pose la... Je vais très bien, merci beaucoup. Vous trouvez qu'on va trop loin, vous, dans les nouvelles exigences de sécurité numérique, c'est bien ça? Alors, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, on fait du grand n'importe quoi. Moi, je me demande aujourd'hui à quoi sert l'identité numérique de la Poste. Eh bien, justement, on va en parler dans un instant. Et tout de suite, l'auditeur du jour, le répondeur, avec Sandra de Bayonne, qui nous parle, je crois, du débat d'hier sur la fin de vie.
Oui, bonsoir, c'est Sandra à l'appareil. Donc moi, je suis aide-soignante, je travaille en USP à côté de Bayonne. Donc je voudrais simplement intervenir en disant que il existe des directives anticipées, qu'on n'en parle pas assez, que accompagner les gens, ça se fait, que effectivement, quand la douleur est bien prise en charge, quand c'est travaillé en amont, eh bien, les demandes de mort sont moins présentes. Il existe des sédations profondes, faut en parler. La sensation que ça me donne, c'est que c'est un faux débat. Parce que si on parlait avec des mots simples et qu'on expliquait aux gens les choses, eh bien, le débat ne serait pas si stérile. Merci beaucoup, au revoir. Et voilà un débat stérile. Elle travaille, elle est aide-soignante en unité de soins palliatifs à côté de Bayonne. Je suis assez d'accord. Elle rejoint ce que disait hier notre invité Arnaud Fiche. Elle voudrait le développement des soins palliatifs, si j'ai bien compris. C'est ça. Et je continue à penser que ce projet de loi est inutile. Non, moi je pense pas que c'est inutile. Je pense qu'il faut vraiment questionner, se poser les questions, savoir exactement quand est-ce qu'on décide. Je pense qu'il faut laisser le droit aux gens de décider de mourir. Voilà, je pense pas du tout que c'est un débat stérile. Je pense que c'est un débat très profond qui nous ramène à notre peur atavique tous. En naissant, on a peur de mourir. C'est ce qui conditionne toute une vie d'être humain, même si on n'en a pas conscience. Et d'ailleurs, on est tout à fait égalitaire et égaux devant la mort. Personne ne sait autour de cette table quand il va mourir. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Voilà, donc moi je trouve pas que ce débat est inutile. Je pense il faudrait le faire profondément, encore plus profondément. Françoise, est-ce qu'on n'a pas peur davantage de souffrir plutôt que de mourir, Non, je pense qu'à la base, on a tous peur de mourir. On est des animaux. La peur de la mort est ce qui nous terrifie absolument le plus. Bien sûr, la souffrance, mais la mort. Joseph Touvenel. La panique de la mort. Plusieurs petites choses rapidement. Moi, je trouve que c'est un débat très nocif et je suis quand même assez impressionné par tous ces gens qui n'ont qu'une vision fixe, c'est pas protéger la vie, c'est amener vers la mort. Moi, personnellement, je n'ai pas peur de la mort. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, j'en ai pas peur. Tant mieux. Je suis même allé dans des pays en guerre et j'ai pas eu peur de la mort, ça veut dire que c'est pas du courage. Le courage, c'est surmonter sa peur. Mais par contre, je demande le respect de la loi. Le respect de la loi qui est votée depuis des années, c'est que tout le monde, dans tous les départements, y ait des soins palliatifs disponibles, ce qui n'est pas le cas. Et ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est gagner du pognon sur le dos des personnes qui vont mourir. Il est légitime qu'on puisse mourir encadré par les siens, dignement, paisiblement. Et la personne qu'on a eue au téléphone l'a dit. Et dernier point, il n'y a pas que ça, il y a aussi le suicide assisté. Et je voyais l'intervention de personnes qui s'en occupent tous les jours et qui disent, nous, notre travail, c'est d'empêcher les gens de se suicider, de les ramener vers la vie, et on le réussit. Mais comment on va faire si la loi dit oui, mais parfois on réussit pas. Allons-y vers la mort. Moi aussi, par exemple, oui. c'est incroyable. Là, après, on va pas faire un débat. On l'a fait hier. Oui, c'est dommage. Mais en tout cas, ça dit surtout que ça nous concerne tous. Moi, j'ai été dans plein de reportages de guerre. Vous êtes très fort si vous êtes un être humain, le seul être humain sur la planète qui, même inconsciemment, n'a pas peur de la mort. Alors vous êtes vraiment très fort. Non, je suis pas le seul. Non, mais c'est parce que c'est une vision théorique. C'est-à-dire que quand vous êtes face à la mort, si vous êtes, d'accord. J'ai accompagné mon père pour ces dernières minutes. Il n'avait pas peur de la mort. Ah, d'accord. Très bien. Ça n'existe pas. Je crois plus volontiers. Je suis désolé. Le point de vue de François est tout de même parce que j'ai la foi. Mais c'est parce que je suis croyant. Chacun son tour. Mais c'est parce que le débat est profond que précisément je n'aime pas qu'une loi. On peut avoir peur de la mort. C'est ni bien ni mal. Bien sûr. Non, mais bien sûr. En tout cas, le débat est passionnant. On est obligé de l'arrêter maintenant. Oui. On va retourner voir Julien. Julien, on vous retrouve. Donc, vous nous appelez de l'Essonne et votre coup de gueule sur l'identité numérique. Oui, donc moi en fait, pour expliquer mon coup de gueule, c'est que tout simplement aujourd'hui, on a des défaillances au niveau de la sécurité des sites étatiques, notamment France Connect ou les mutuelles, qui fait qu'on a déjà des bases de données personnelles sur numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, adresse personnelle, enfin suffisamment d'informations pour créer des fausses identités. Et là, ils veulent nous sortir qu'on partage aussi les empreintes bancaires des cartes sur des sites dont la sécurité est complètement hasardeuse. Moi, je trouve, pour tout ce qui est accès pour la sécurité des mineurs. Oui, notamment aux sites pornographiques, on parle cash, hein. Parlons vrai. Oui, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a beaucoup d'autres sites qui sont interdits aux mineurs, notamment pour des accès de violence, des choses comme ça. Et le problème qu'il y a aussi, ou pour la commercialisation de certains biens, les produits. Mais il y a la problématique, c'est qu'ils nous ont créé l'identité numérique. L'identité numérique,
Plus, ils nous ont créé France Connect. Pourquoi ils ne cherchent pas des outils qu'ils ont déjà mis en place? Ils vont encore rechercher une énième complication, mettre encore plus la sécurité des gens en danger, parce que ça va faire des millions potentiellement d'empreintes bancaires qui vont se promener sur des sites qui ne sont pas protégés, qui ne sont pas adaptés à ça. Et malheureusement, ça va mettre encore plus de problèmes que, en fait, je pense que c'est un problème c'est une solution qui créera plus de problèmes que le problème initial. Bon, France Connect pour les sites pornographiques, c'est quand même pas... Oui, c'est vrai qu'il y a les impôts, il y a la sécu, etc. Il y a les cartes grises, il y a tout maintenant sur France Connect, absolument tout. Mais je comprends pas vraiment le problème de mais il notre trouve que le plus simple, c'était de passer par France Connect, de pas créer, parce que il dit de donner son numéro de carte de crédit sur un site pornographique qui peut être piraté, où on récupère vos données de carte de crédit. On ne peut pas savoir le nombre de cartes de données bancaires qui sont récupérées sur des sites qui sont pas suspects, sur Amazon. Enfin, je sais pas, vous avez jamais été piraté? Bah moi si j'ai déjà été piraté, mais pas sur Amazon. Mais moi j'ai été piraté pas sur Internet. Moi j'ai été piraté sur un serveur, par exemple, de carte bancaire dans une station-service. Donc moi je sais pas, j'arrive pas à m'inquiéter. Alors là pour le coup de ça, Philippe. je crois que les données elles circulent. Moi je suis pas assez attentif à ces dangers, je l'avoue. Moi non plus. Alors moi je suis pas assez spécialiste, je suis pas particulièrement inquiet. Cela dit, la société du contrôle permanent m'inquiète, celle-là. Et la société numérique nous amène vers une société du contrôle permanent par on ne sait pas trop qui. Ça, c'est très inquiétant. Oui, c'est ça. C'est la disparition de la monnaie papier, c'est la disparition... de toute façon... Des services en ligne. Des services en ligne, des services tout court, des guichets de banque, voilà. C'est vrai. Comme ça. Bon, allez, restez avec nous. Dans quelques instants, ce sont les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu. Et puis, nous aurons le plaisir de retrouver Philippe avec le réquisitoire du procureur. Restez avec nous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Merci de nous retrouver en direct sur Sud Radio dans les vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Joseph. Merci. C'est comme Staline. Et tout de suite, le réquisitoire. Mon premier prénom, c'est aussi Joseph. Et ben voilà, réquisitoire du procureur. Très joli. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir sur François Ruffin, aura-t-il le courage de se mettre sur la route de Jean-Luc Mélenchon? Oui, alors hier j'ai lu un excellent article sur François Ruffin qui indiquait en effet qu'il entretenait le flou, et aujourd'hui on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Par moment, j'ai l'impression que François Ruffin est un petit peu dans le rapport qu'il entretient avec Jean-Luc Mélenchon, toute proportion gardée, comme Michel Rocard l'était avec François Mitterrand. On a quelqu'un qui a des ambitions, qui espère les concrétiser, mais dont je ne suis pas persuadé qu'il ait le génie politique de celui qu'il veut remplacer, d'une certaine manière. Et donc, je suis très intéressé par la psychologie de François Ruffin, que je trouve très intéressant dans l'espace politique, mais je me demande véritablement si il aura l'audace, à un moment donné, malgré le sondage très intéressant que vous avez évoqué, de se camper clairement face à Jean-Luc Mélenchon. Alors, je rappelle que c'est un sondage Cluster 17, qui n'est pas l'institut de sondage qui a la meilleure presse, on va dire c'est comme ça, et qu'il a été fait par les amis de François Ruffin. Je le rappelais, il est tout de même éclairant, c'est intéressant. Françoise Degois. Oui, je pense qu'il a une double contrainte, François Ruffin. Il est partagé entre l'admiration réelle qu'il a pour Jean-Luc Mélenchon et sa propre ambition personnelle. Moi, je pense que François Ruffin, il connaît les règles de la politique. Je pense qu'il ira jusqu'au bout de ce qui est possible, où il est possible d'aller pour avoir un héritage sans casser les assiettes, sans avoir à tuer le père, mais à un moment donné, il le fera. Ça, moi, j'en suis absolument certaine, parce qu'il n'est pas idiot, François Ruffin. Il se rend compte que depuis le 7 octobre, la gauche cherche absolument à avoir une autre solution que Mélenchon. Ça explique les bons sondages de Glucksmann, et ça explique aussi le bon positionnement de Ruffin. C'est-à-dire que la gauche, dans son ensemble, dit on ne peut pas continuer avec Jean-Luc Mélenchon, et donc il le sait, ça, Ruffin. Donc, à mon avis, le choix sera vite fait. Joseph Touvenel. Ruffin, il apparaît comme moins sectaire que beaucoup d'autres. Alors déjà, du coup, il attire la sympathie. La comparaison qui vient d'être faite entre Mitterrand et Mélenchon, je suis pas mitterrandien convaincu, mais je trouve que c'est une petite insulte pour la finesse et l'intelligence de François Mitterrand quand même. Tout de suite, 3 mots dans l'actu.
Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont apologie, couvre-feu et cannibale. La présidente des députés LFI convoquée par la police dans l'enquête pour apologie du terrorisme sur le communiqué de son groupe le 7 octobre dernier. Mathilde Panot dénonce une atteinte alarmante à la liberté d'opinion. Couvre-feu, l'expression tendance printemps-été 2024 en vigueur depuis l'année dernière pour les mineurs à Pointe-à-Pitre, pour les moins de 13 ans à Béziers, sans doute bientôt à Nice, mais finalement pas à Perpignan. Et puis l'oncle de Joe Biden a-t-il été dévoré par des cannibales pendant la Seconde Guerre mondiale? Le président des États-Unis froisse la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec une anecdote personnelle improbable. Les vraies voix Sud Radio. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'une présidente d'un groupe d'opposition est convoquée pour un motif aussi grave. Des mots signés Mathilde Panot. Dans un communiqué, la présidente du groupe LFI de l'Assemblée nationale indique être convoquée par la police. C'est l'enquête pour apologie du terrorisme sur le premier communiqué des députés France Insoumise le 7 octobre dernier, juste après l'attaque du Hamas contre Israël. Communiqué qui commençait en rappelant le contexte de l'occupation par Israël de territoires palestiniens. Le choix des mots, je cite, l'offensive armée de forces palestiniennes avait aussi été reprochée au groupe LFI. Pour autant, après cette convocation, même François Ruffin, considéré comme un insoumis non aligné, il va de son tweet de soutien à Mathilde Panot. Toutes les voix attachées aux libertés publiques, d'où qu'elles viennent, doivent protester, résister. Après, ce sera trop tard, écrit le député LFI de la Somme, qui dénonce aussi une pente autoritaire de la Macronie. De son côté, le fondateur de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dénonce sur les réseaux sociaux un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Convocation qui montre une volonté de protéger un génocide à Gaza, écrit aussi Jean-Luc Mélenchon. 2 mots là-dessus. Je dois quand même dire d'abord qu'elle est convoquée libre au commissariat Mathilde Panot. Ça s'appelle une enquête. Je voudrais dire également que le premier communiqué a mis tous les poils à l'envers de l'ensemble de la classe politique, et c'est normal. Quand vous avez un massacre de cette ampleur et que vous expliquez dans un communiqué qu'il s'agit des forces armées palestiniennes, il y a quand même une volonté, ou alors c'est qu'on connaît rien à l'histoire, ce qui est probable aussi quand on voit que Mathilde Panot est incapable de situer le Jourdain sur une carte. Mais attention, donc j'entends bien, mais je ne comprends pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon s'enferme et la France Insoumise dans cette victimisation à outrance. Oui, c'est ennuyeux, oui, effectivement, il y a une pression politique sur ce sujet, mais de là à en faire, si vous voulez, des héros et des martyrs, non. On en reparlera de toute façon, Françoise. Non, c'est pas grave. Mais je suis frappé, là, il reprend le terme génocide, Mélenchon, de nouveau, il continue, mais je serais l'avocat de Mathilde Panot, il y aurait des choses à plaider. Je déteste ce qu'elle a dit, mais on peut soutenir que juridiquement, me semble-t-il, ça ne constitue pas véritablement une apologie. Moi, je pense Joseph, en tout cas, c'est une enquête, ça a été dit, et le jeu de Mélenchon et de quelques autres, c'est vraiment de jouer aux victimes en permanence. Je fais de la provocation, et ensuite, je suis une victime de ma provocation. L'essentiel dans ce débat, c'est ce qui s'est passé, les horreurs du 5 octobre, avec les terroristes du Hamas, qui ont assassiné, qui ont violé, et nous avons 42 Français ont été assassinés et 3 qui sont toujours otages. C'est ça l'essentiel. 200 jours après. On en reparlera dans notre grand débat tout à l'heure. On passe au rolling IFOP fiducial des élections européennes. Félix, pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. Avec pas de gros changements notables. Le RN à 31,5%, Renaissance à 17%, Socialiste à 12%, suivent LR à 8%, les écologistes ensuite à 7,5%, LFI à 7% et puis Reconquête à 5,5%. Deuxième mot, couvre-feu, un mot qui semble revenir dans l'air du temps. En vigueur pour les mineurs depuis la nuit dernière à Pointe-à-Pitre pour cause d'insécurité en Guadeloupe, mais en métropole aussi. La version édulcorée spéciale moins de 13 ans semble faire des émules. Après Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, Nice envisage de l'adopter, y compris pour les moins de 16 ans sans doute. Du côté de Béziers dans l'Hérault, depuis lundi soir, les moins de 13 ans ne peuvent plus se trouver dehors sans leurs parents après 23 heures. Premier bilan satisfaisant pour le maire Robert Ménard au petit matin. Pour être honnête, il fait froid en ce moment le soir et je ne suis pas sûr qu'un lundi soir il y ait beaucoup de monde. Mais on va voir dans les jours qui viennent. Il y a sans arrêt, en particulier tous les week-ends, un certain nombre de gamins qui n'ont aucune raison d'être là et qui sont pourtant là, seuls ou en bande. Et c'est pour eux ou contre eux qu'on a mis en place ce couvre-feu. Mais je vous rappelle qu'on l'avait fait il y a 10 ans. J'avais pris exactement le même arrêté, mais à cette époque, il avait été attaqué par la Ligue des droits de l'homme. Vous imaginez si elle avait d'autre à foutre, la Ligue des droits de l'homme, qu'attaquer un couvre-feu qui sert d'abord à protéger les enfants, et le Conseil d'État nous avait condamnés. Mais je crois que le temps a changé.
Robert Ménard, maire de Béziers, avec Laurie Leclerc et Frédéric Brindel dans le journal de 8h sur Sud Radio. Du côté de Perpignan, Louis Alliot semblait vouloir s'en inspirer dans la matinale de TF1. Oui, on va regarder l'expérience, on va regarder les conséquences d'une décision, comment ça se passe. Si c'est concluant à Béziers, pourquoi pas ? Le maire de Perpignan, contacté depuis par l'Indépendant catalan, quelques heures plus tard, il a finalement précisé que ça n'était pas à l'ordre du jour pour le moment pour ce qui est de Perpignan. Et troisième mot, cannibale, avec ces propos de Joe Biden, cette étonnante anecdote familiale. Des propos que le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée a bien du mal à avaler. En pleine réunion publique, Joe Biden s'est mis à parler de son oncle Bosie, Ambrose Finnegan, tué en Nouvelle-Guinée pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont jamais trouvé son corps parce qu'il y avait beaucoup de cannibales sur place, a lancé Joe Biden, des propos minimisés depuis par le Premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui évoque un moment de flou du président américain, un moment de confusion comme il y en a d'autres chez lui, annonce, décrypte aussi James Marap. J'ai rencontré, dit-il, Joe Biden à 4 reprises. Il a toujours eu des sentiments chaleureux pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, nous voulons la rassurer. En tout cas, les documents militaires de l'époque disent que l'oncle Bosie en question se serait craché en plein océan Pacifique, d'où l'étonnement autour de cette déclaration sur les cannibales. Vous pensez qu'il va cannibaliser le débat de la présidentielle, Joe Biden ? D'être président, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Excusez-moi, non mais Philippe va manger mon oncle. Non, mais enfin, oui, voilà, excusez-moi. C'est quand même le président de la première puissance mondiale. Bon, si ça vous inquiète pas. En même temps, en termes de conneries, Trump se pose aussi un peu là. Enfin, je veux dire, on va faire la liste. On peut faire des colliers de Papouasie et Tahitien pendant 10 ans. Hein. La liste des délires de Donald Trump, c'est pas mal non plus. Donc bon. L'un dans l'autre, ça s'équilibre. Allez, dans quelques instants, notre grand débat du jour. Éric Coquerel a-t-il raison quand il dit que Jean-Luc Mélenchon est toujours le meilleur candidat pour représenter LFI ? On en parle dans quelques instants. Et parlons vrai, Jean-Luc Mélenchon joue-t-il un jeu dangereux en mettant le conflit israélo-palestinien au cœur de la campagne des Européennes ? Est-il en pré-campagne présidentielle avec sa tournée des facs ? Est-ce que vous pensez que François Ruffin serait capable de passer devant et que LFI et Jean-Luc Mélenchon le suivent? Et à cette question, Mélenchon est-il encore le meilleur leader pour LFI? Vous dites non à 82%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru. 17h30, merci de nous rejoindre dans les vraies voix. Tout de suite, notre débat du jour. Jean-Luc Mélenchon lance sa tournée des facs après ses conférences de soutien aux Palestiniens annulées à Lille. Le leader des Insoumis qui dénonce une volonté de protéger un génocide à Gaza, alors que des plaintes sont déposées contre Rima Hassan ou Mathilde Panot pour l'apologie du terrorisme suite au communiqué d'LFI le 7 octobre qui avait, vous en souvenez, évoqué une offensive armée de forces palestiniennes et puis l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Alors parlons vrai, Jean-Luc Mélenchon joue-t-il un jeu dangereux en plaçant le conflit israélo-palestinien au cœur de la campagne des Européennes? Est-il en pré-campagne présidentielle avec sa tournée des facs? Il était d'ailleurs hier soir à Sciences Po Paris. La France Insoumise et son fondateur seraient-ils capables de se rallier par exemple derrière François Ruffin qui, d'après un sondage fait par ses amis, le place mieux en cas de second tour face à Marine Le Pen? Mélenchon est-il encore le meilleur leader pour LFI? Vous dites non à 82%. Vous voulez réagir? Attend vos appels au 0826 300 300. Et on en parle évidemment avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois, Joseph Touvenel et notre invité, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Philippe Bilger, puisque c'était l'objet aussi de votre réquisitoire, on en parlera de François Ruffin, mais enfin il joue un jeu dangereux, Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors j'évoquais avant que Nicolas Corato arrive, peut-être de manière un petit peu légère, en comparant Jean-Luc Mélenchon avec François Ruffin, d'une certaine manière, ce qui s'était inscrit dans l'histoire de France entre François Mitterrand et Michel Rocard, l'un laissant l'autre parler, et puis le dominant parce qu'il avait beaucoup plus de génie politique. Mais ce qui me frappe, c'est que Jean-Luc Mélenchon, à la fois... de mon point de vue, et je rejoins tout ce qu'a dit Françoise lors de plusieurs débats, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, et il est clair qu'il cherche par
ses outrances, sa parole, ses postures, à emmagasiner un électorat très précisément localisé et dont il ne faut pas minimiser l'importance. Ceux qui considèrent, et là je suis sans doute en désaccord avec Françoise, qui n'a rigoureusement aucune chance d'être présent au deuxième tour, peut-être sont trop optimistes. J'ajoute le deuxième élément qui justifie l'omniprésence de Jean-Luc Mélenchon, c'est que lui-même est conscient du fait que pour la première fois, il a peut-être au sein de son parti des rivaux qui ne sont pas forcément médiocres et donc il doit faire attention à ne pas considérer que la cause est entendue. Françoise Degois. Déjà, la vraie question, c'est pas est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut diriger LFI, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut représenter la gauche? C'est ça la vraie question qui se pose dans une présidentielle, et la réponse bien sûr est non. Ça aurait pu, après 2022, s'il avait fait les efforts. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, moi ça fait 30 ans que je le connais, vous connaissez mon appétit pour ses talents, mais en tout cas depuis le 7 octobre, ça n'est tout simplement plus possible. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui procède toujours de la même manière. Quand il peut gagner une élection, il est rassembleur. Il est extraordinairement rassembleur. On l'a vu lors des 2 dernières présidentielles, 2017 et 2022. Quand il sait qu'il va perdre une élection, il retombe dans ce qu'il est, et c'est volontaire, clivant, provocateur, avec la double détente, je provoque, je me victimise, et je me propulse comme le principal opposant. La réalité, c'est que ça fait énormément de dégâts. On voit bien ce qu'il va chercher. La tournée des facs, il l'a pas commencé avant-hier. Ça fait des mois et des mois qu'il est en tournée. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de 2 choses. C'est l'analyse de l'après-scrutin. Il a besoin du vote de la jeunesse, qui a été énorme, notamment en Seine-Saint-Denis pour lui à la présidentielle. Et il a besoin du vote des quartiers. Donc, qu'il prépare la présidentielle n'est pas un secret. Il l'a dit lors du meeting de lancement de Manon Aubry. Considérer ces européennes comme le premier tour. Là où je vois la limite, c'est que on va pas refaire 3 fois le même cirque. Ça a fonctionné une fois entre 2017 et 2022. On sent bien que l'acteur est fatigué. On sent bien que la gauche veut sortir de l'emprise Mélenchon. Elle aurait pas voulu sortir s'il n'y avait pas eu tout ce qu'il y a eu avant. Il n'y a pas eu que le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est le paroxysme d'un délitement du comportement de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. C'est-à-dire, il y a eu les émeutes avec très peu de condamnation des violences. Il y a eu l'invitation de Médis aux universités d'été. Médine. Voilà, les Verts l'ont fait aussi. Peut-être, mais ils l'ont fait, mais je suis d'accord avec vous. Mais sur Mélenchon, vous avez quand même un package qui se finit, et les Verts, ils sont impeccables le 7 octobre. Je suis désolé, le communiqué des Verts, il est remarquable, il est normal, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc pour moi, ces outrances l'ont coupé définitivement de ce qui pourrait être un cœur de la gauche. Et bien sûr que la gauche va n'avoir de cesse que de lui trouver un remplaçant. Et s'il n'y a pas de remplaçant, eh bien ça ne sera pas la gauche, tout simplement. Joseph Touvenel. Mélenchon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vieillit mal. Comme tous les leaders maximaux. C'est-à-dire que tout doit tourner autour d'eux. Et plus on vieillit, alors si on sent le pouvoir qui s'éloigne, c'est encore pire. Il a besoin de sentir son ego flatté, parce qu'il a un ego considérable. Il y a qu'à voir, alors c'est un bon orateur, mais il y a qu'à voir comment il se déplace, sa phraséologie, comment il regarde, etc. Mais comme tous les leaders politiques, Joseph, t'es pas d'accord? Mais parfois, ça ma personne est sacrée. Il n'y a pas beaucoup de leaders politiques qui disent ça. La République, c'est moi. Non, mais ça c'est par rapport, bien sûr. J'en connais pas des tonnes qui ont hurlé comme ça. Par rapport à la l'opposition, bien sûr. J'en connais pas des tonnes qui ont hurlé comme ça parce que la police faisait son travail. La République, c'est moi. Faisait son travail. Vous imaginez, la République, c'est moi. Oui, c'est l'ego surdimensionné de ce personnage. Non, mais c'est ce qui fait que quand il sent le pouvoir qui s'éloigne, parce que comme il n'est pas totalement idiot encore, il sent très bien qu'il a de moins en moins de chance. Rassembler, il pourra plus comme il l'a fait. Mais je pense pas qu'il cherche à le faire. Il cherche à fédérer ce qu'il a déjà convaincu. Non, il refait le socle. C'est ce que dit son proche. Il cherche à survivre. C'est ce que j'ai dit. Il fédère le socle pour pouvoir se réélancer en 2027. En fait, ce qui est mieux, c'est qu'il y ait que des hommes autour d'une table avec un micro, parce que dès qu'il y a une femme, elle coupe la parole. C'était normal. Il y en a 2 là, en l'occurrence. C'est 5000 ans que vous nous faites chier, vous coupez la parole et tout le reste. Je suis solidaire de François. Voilà, c'est ça nous fait les pieds un peu, ça nous fait les pieds. Allez-y, concluez et on va voir avec Nicolas Corato. Voilà, je vais voir si ça réagissait, c'est bien ça. Bien sûr, vous êtes un vrai réal, mais comme on les aime.
Et quand il sent le pouvoir qui s'éloigne, eh bien de plus en plus, il a qu'un objectif, c'est fidéliser un électorat, n'importe lequel, avec toutes les outrances, même si c'est le pire électorat, quand il fidélise en banalisant les exactions du Hamas. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Vous voulez réagir ? Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà, c'était la question qu'on posait, qu'il est encore le leader naturel de LFI ou que, par exemple, Ruffin ferait mieux l'affaire que lui ? Mais écoutez, tout porte à croire que Jean-Luc Mélenchon est toujours le leader, Maximo, dirait votre invité. Je reprends pas cette expression de LFI et je rejoins Françoise Degois, c'est pas la question. Il est, pour l'instant, et il va rester le plus longtemps possible, on peut lui faire confiance, le leader de LFI. La question, c'est quel est l'avenir de la gauche avec ou sans LFI, et donc avec ou sans Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que la gauche peut se reconsolider, se repositionner sans LFI, tant que LFI reste le bastion de Jean-Luc Mélenchon, qui, tel un forcené, s'est retranché derrière ses bases, derrière son socle, et compte bien finalement appliquer cette vieille maxime, c'est avec ou sans moi, et si c'est sans moi, c'est après moi le déluge. Donc il y a effectivement une stratégie du pire chez Mélenchon, qui n'est pas non plus une stratégie complètement irrationnelle, qui lui a réussi par le passé. Je précise que Jean-Luc Mélenchon est le seul homme politique de gauche qui, ces 15 dernières années, a réussi à construire quelque chose à gauche. Donc il ne faut pas le décrire nécessairement comme un nihiliste, mais c'est quelqu'un qui est prêt à faire exploser ce qu'il a construit. Finalement, Jean-Luc Mélenchon, c'est à gauche un peu ce que la gauche a connu de meilleur comme de pire ces 10 dernières années. Et c'est bien tout le paradoxe et toute la difficulté qu'il y a à gérer, non pas son après, mais son avec, parce que il n'est pas parti, il est loin d'être parti. Philippe Bilger. Nicolas, est-ce que, outre ce qui peut se passer au sein de LFI avec peut-être l'ambition jusqu'au bout de François Ruffin, est-ce que si Glucksmann, par exemple, obtenait un très bon score aux européennes, est-ce que vous pensez qu'il pourrait rentrer dans un jeu où Jean-Luc Mélenchon devrait un petit peu compter sur lui pour ses ambitions suprêmes? Vous savez, à gauche, il y a une vieille danse, c'est la danse de l'hégémonie. C'est-à-dire qu'on cherche toujours quel est le parti hégémonique. Alors, pendant des années, ça a été le Parti socialiste qui en a usé et abusé. Et depuis quelque temps, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, de toute façon, rejoue une vieille danse et une chanson socialiste qui, de nouveau, reprend le bâton de l'hégémonie. Je ne sais pas si vous avez entendu Olivier Faure ces derniers jours, mais Olivier Faure est quasiment en train de se projeter dans une nouvelle ère hégémonique du Parti socialiste, puisqu'il anticipe un très bon résultat de M. Glucksmann. Donc c'est moins la question de Raphaël Glucksmann qui se pose que de celle du retour et du rôle éventuellement futur du Parti socialiste à gauche qui pourrait de nouveau excusez-moi Nicolas Corato, qu'est-ce que serait, je vous coupe parce que vous avez dit une chose intéressante, qu'est-ce que serait un bon score pour Raphaël Glucksmann au point de pouvoir déranger LFI? Alors, je pense qu'à premier niveau, le bon score, c'est d'être devant Madame Hayet, devant le Parti Renaissance. C'est ça un bon score pour le Parti socialiste. Vous savez, on a des ambitions modestes en ce moment à gauche. Faut pas non plus, on vise pas les 25%. Mais le bon score, ce serait d'être devant le parti présidentiel. Le bon score, c'est d'être le deuxième parti. Et puis le bon score, c'est peut-être aussi d'espérer que finalement les sondeurs anticipe un trop bon résultat pour Monsieur Bardella. Et finalement, si tout le monde se tassait et que le Parti socialiste était deuxième dans la course, je pense que ça pourrait rebattre les cartes, en tout cas dans la manière dont Olivier Faure imagine son parti à gauche. Mais ça n'enlève pas l'hypothèse Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui, je le rappelle, est l'homme qui est passé à 1 point du second tour des présidentielles, l'homme qui a fait le succès de la NUPES, et l'homme vers qui aujourd'hui se concentre l'intégralité des réseaux d'influence à gauche. Françoise Degois. Donc on a vraiment du mal à sortir de ce système. Oui, alors moi je mets plein de bémols avec vous Nicolas, d'abord parce que je ne crois pas du tout au croisement des courbes. Je sais que c'est un fantasme généralisé du troisième homme chez tous les sondeurs. Les courbes devaient se croiser entre Bayrou et Ségolène, les courbes devaient se croiser, elles se croisent assez rarement. Je trouve que vous mettez la barre très haut. Si Raphaël Glucksmann passait devant Valérie
fatigué, ce serait exceptionnel. Je pense que moi, un bon score de Glucksmann, c'est entre 12 et 14. Je peux vous assurer que si Raphaël Glucksmann fait 14 le 9 juin au soir, avec LFI à 7, avec les Verts à 7, ce sera un immense résultat. Il faut voir d'où vient le Parti Socialiste. Il vient de 6% en 2019. Il vient de 1,5% à la 1,75 avec Anne Hidalgo, 400 000 voix avec Anne Hidalgo à la présidentielle. Je ne sais pas si vous réalisez que de toute façon, de facto, si Raphaël Glucksmann fait entre 13 et 14 le 9 juin, il sera de facto, qu'il le veuille ou pas, l'homme qui aura sauvé la gauche. Après, est-ce que Raphaël Glucksmann peut se lancer dans l'aventure présidentielle? L'appétit venant en mangeant, il a beau jurer ses grands dieux qu'il ne le fera pas. Après, moi, je pense pas que ce soit le candidat pour la gauche. Je pense que Ruffin, c'est très intéressant. Moi, je suis pas fan de Ruffin, mais c'est très intéressant de voir comment Ruffin construit tout ce qu'il est depuis des années. Cette façon de faire la politique autrement, c'est lié aussi à sa personnalité, qui est parfois un peu triste. Hein. Qu'est-ce que vous lui reprochez d'ailleurs? Ah non, je lui reproche rien. Je dis simplement vous êtes pas fan? Non, mais je dis simplement qu'un combat présidentiel, c'est une marche terrible. Est-ce qu'il est suffisamment méchant? Je vais jusque là. Hein. Est-ce qu'il est suffisamment impitoyable pour mener ce combat-là? Donc, je suis pas d'accord avec Nicolas. Je suis souvent d'accord avec lui. Je ne suis pas d'abord. Je pense que Mélenchon, le parti se renforçant, s'épurant, vieille maxime trotskiste. Eh bien, je pense que Jean-Luc Mélenchon, contrairement à ce que vous dites, est de plus en plus rétréci et de plus en plus asséché. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, un très bon score pour le PS, ce serait 14%. Oui, Joseph, avant d'interroger notre auditeur. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on parle d'étiquette. Qu'est-ce que ça veut dire la gauche aujourd'hui? Plein de choses. C'est-à-dire que c'est tout à fait différent de la droite. Ces gens, oui, mais comme je ne sais pas non plus ce que veut dire la droite. Il faut vous écouter, mais écoutez, on voit à peu près ce qu'est la droite et ce qu'est la gauche. Ce qui est intéressant, François, ce que je veux dire, c'est écouter. Oui, il faut savoir écouter. François, écoutez. Ce n'est pas parce que je parle que j'écoute pas, mon cher vieux. C'est ça. C'est une différence qu'il va falloir que vous appreniez. Écoutez, parfois il faut apprendre à écouter. Non, mais j'écoute et j'interromps quand ça me paraît débile. Je crois que pour la majorité des Français, en tout cas le bon peuple, celui qui est pas dans les élites parisiennes qui phosphorent, qui réfléchissent, ça n'a plus de sens. Ce qu'ils peuvent attendre, c'est des actions sociales, c'est-à-dire de défendre l'emploi, de défendre tous les salariés, de défendre la sécurité. Et le terme de gauche, droite, etc. ne sont que des étiquettes et les gens vont choisir. D'ailleurs, je crois pas. Par exemple, quand on regarde le résultat de Bardella, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un basculement énorme de la France à l'extrême droite? Bien sûr. Non. De la droite dure, bien sûr. Ça veut dire que les gens ressentent un besoin de sécurité, un besoin de vérité dans les propos et que Bardella leur apporte. Notre auditeur, Julien, aimerait réagir. Julien. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Bonjour. Oui, donc moi je pense qu'effectivement c'est un peu le propre de l'ego des hommes politiques, c'est qu'ils arrivent à un moment donné, sont usés par la politique et ils ne voient plus la réalité du terrain. Aujourd'hui, si tout le monde fuit la gauche, c'est pas anecdotique. Hein. La mort de la gauche, pour moi, elle a commencé vraiment sous le PS avec Macron quand il était ministre de l'économie. Des finances. C'est lui qui a ruiné le PS. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'ai été issu d'un Valls aussi. Oui, c'est les lois travail qui ont commencé comme ça, hein, vraiment, je pense. Mais moi, j'ai le souvenir petit d'avoir été visiter Solferino à la grande époque. C'était immense, c'était merveilleux. Je me perdais dans les couloirs. C'était magnifique, c'était vraiment une période, et j'ai adoré le PS à cette époque-là. Et aujourd'hui, je me reconnais plus dans la gauche. En fait, il y a eu un basculement, une rupture qui fait qu'aujourd'hui, pour en venir vraiment au fond, je pense que effectivement, Ruffin serait beaucoup mieux pour représenter la gauche aujourd'hui que Mélenchon. Mais il y en a plein d'autres dont on parle pas, mais qui présentent bien, qui parlent bien, qui ont une prestance. Je pense à David Guiraud, à Hugo Bernardis, Antoine Léaumont. Il y en a beaucoup. Chez les Insoumis. Mine de rien. Chez les Insoumis, bien sûr, je parle de chez les Insoumis. Oui. Mais voilà, tant qu'on rajeunira pas tout ça, c'est le problème de beaucoup de partis politiques. Hein. C'est exactement la même chose qui fait que Asselineau ne décolle pas. C'est qu'Asselineau n'a pas compris que c'est les temps qui tournent la page, qui passe à autre chose, qui passe le relais.
c'est lui le frein aujourd'hui. Les idées sont bonnes, mais le représentant est mauvais. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société qui vote plus pour le représentant que pour l'idée derrière. Julien, restez avec nous, parce qu'il y a le qui c'est qui l'a dit dans quelques instants, mais l'incarnation, surtout depuis 65 et l'élection du président de la République au suffrage universel direct, est-ce que c'est pas le problème numéro 1 pour tout parti politique qui veut avoir un candidat à la présidentielle? Nicolas Corato. Bien sûr, c'est un problème central. Jean-Luc Mélenchon, il a cet avantage d'avoir réglé deux sujets. Il est à la fois un programme et un personnage à lui tout seul. Donc il incarne et il dit, et il professe, ce qui est quand même assez rare. C'est une machine à penser qui sait s'entourer, par ailleurs, et c'est une machine à penser, c'est une machine à incarner ce qu'il pense. C'est quasiment unique sur l'échiquier politique. Il y avait Mitterrand était comme lui. Voilà, François Mitterrand. Qui est son modèle absolu en termes de personnalité politique française. Donc, ce positionnement-là lui est excessivement favorable et explique pourquoi, alors qu'il a autour de lui des jeunes plutôt très talentueux, ceux-ci n'arrivent pas finalement à tuer le père, entre guillemets. Clémentine Autain a essayé, on voit à quel point elle a dû rentrer dans le rang. On a vu ses plus proches, messieurs Corbière et Garrido, essuyer les plâtres. Et puis aujourd'hui, finalement, vous parlez de Monsieur Corbière et Madame Garrido. Hein. Je vous ai dit messieurs Corbière et Garrido. Oui, mais parce que j'avais cru comprendre qu'au XXe siècle, c'est pour votre invité de ni gauche ni droite, le masculin l'emportait encore sur le féminin. Il est bon, Corato, il est bon. Oui, c'est vrai, c'est jusqu'à la fin des temps pour Joseph. Ça, c'est très gauche-droite, vous voyez, monsieur. Et puis, vous parlez de Ruffin, mais en parler autant, peut-être que les médias en parlent aujourd'hui, c'est d'une certaine manière le condamner aussi un petit peu dans cette forme de secte qui est devenue LFI, où finalement, plus les têtes sortent, plus elles sont coupées nettes. C'est effectivement rentre dans le rang. Ça sera compliqué de couper la tête de Ruffin, Nicolas. Honnêtement, Ruffin, il a fait une construction il est malin, il a fait une construction très parallèle. Il ne critique jamais Mélenchon, mais il a toujours le pas de côté par rapport à lui. Pardon. Mais ce sera encore plus dur de couper la tête de Mélenchon. Ouais, il a peur. Oui. Bon, on va en tout cas, écoutez, la suite nous le dira. Il va se passer encore, l'eau va couler sous les ponts, comme on dit. Et il nous reste un peu moins de 3 ans pour la présidentielle. Enfin si, dans 3 ans, ce sera pile le premier tour de la présidentielle, à quelques jours près. Et oui, mais les européennes par rapport à la présidentielle, enfin c'est les européennes, mais là, on sent qu'il y a déjà, on place les pions. C'est un tour de chauffe, voilà. Pas sûr que les Français, ça soit leur première préoccupation. Mais non, détrompez-vous, vous avez vu, le taux de participation est à 45-46, c'est beaucoup par rapport au scrutin. C'est un bon taux de participation. Déjà, Alors, dans quelques instants, le quiz de l'actu, on se retrouve avec les vraies voix. Merci à Nicolas Corato. Sud Radio, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Et merci de nous rejoindre, on parle entre nous, du coup on ne suit rien, et tout de suite donc c'est qui l'a dit, le quiz de l'info. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Julien, qui est toujours avec nous, qui joue avec nous. Vous êtes en forme? Vous allez les battre, Julien? Vous êtes dans les starting blocks? Il a l'air fort. Je vais donner de mon meilleur. Je vais essayer de faire ce que je peux. Non, il a l'air fort. En plus, il a une bonne tête politique et tout. Ça y est, elle a peur. Quelqu'un qui aimait les filles doit perdre. Ne nous emballons pas. Moi, j'ai, comme tous les citoyens, compris qu'il n'y avait plus de gauche, plus de droite. Et aujourd'hui, je vote pour l'intérêt dans le besoin. C'est ça. Alors, maintenant on est au qui c'est François. Maintenant on est au qui c'est qui l'a dit, parce que le temps tourne, les amis. Première question. Qui c'est qui l'a dit? Un point. Alors, ce que nous faisons, nous, c'est de ressusciter la gauche de Delors et de Badinter. Julien. Vous levez le doigt, c'est bien. C'est Place Publique, le représentant de Place Publique. C'est bon, Raphaël Glucksmann. On le compte bon. J'étais étonnée parce que Françoise levait le doigt. Ça aurait été le PS essentiellement, mais c'est vrai. Alors, j'étais étonnée de te voir. Julien, qui c'est qui l'a dit à 3 points? À 3 points, là, celui-là vaut cher. Je demande le droit d'obligation d'injonction à des parents pour leur apprendre à être de vrais parents. Julien. C'est le maire de Béziers. Non. Non. Estrosi. Bonne réponse, il a été plus rapide. Pour dire quelque chose d'aussi stupide, il faut s'appeler Estrosi quand même. Il a dit ce matin. Christian Estrosi, 3 points, mais horizon de Nice. Donc le maire de Nice. De Nice, oui. Qui c'est qui l'a dit? 1 point sur l'instauration d'un couvre-feu de moins de 13 ans dans sa ville. Oui. C'est une mesure de bon sens, c'est un début de réponse et cela peut même aider certains parents. Julien. Le maire de Béziers. Bonne réponse. Le maire de Béziers, oui.
Question à 3 points. Alors celle-là, il faut la trouver. Qui c'est qui l'a dit, Julien? Si j'avais une baguette magique, je ferais disparaître les réseaux sociaux. Oula, alors là... Et c'est une membre du gouvernement. Ah bon? Et elle l'a dit ce matin. Marie Guévenoux. Non, mais c'est pas à vous déjà. Non, mais c'est moi qui l'ai dit. Marie Guévenoux, la ministre des Outre-mer. Non, c'est pas elle. Non, pas. Julien. Alors là, je sais pas, je sèche. C'est par une hachée? Non, une autre. Elle a aussi un nom Attendez, on n'a pas entendu Julien. Oui? Oudéa Castéra? Non. Catherine Vautrin? Non. Parce que Vautrin vend les choses. Dadi? Non. Elle a aussi un nom composé. Oui, je sais jamais, on les connaît à peine, ces Qui gens. s'occupe de la jeunesse, là? Elle était avec Attal hier. Elle était Gabrielle Attal. Ah ouais, bon, allez, laisse tomber. Allez, Langauchat? Ouais, Langauchat. Eh ben, c'était Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté de la ville. On est nuls. Je le confirme. Le bout de l'escalier. Question, qui c'est qui l'a dit? 2 points sur l'inscription dans la loi de l'interdiction du téléphone à l'école. Il faut ouvrir le débat et regarder les choses dans leur côté pratique. Julien? Attal? Non. Dupond-Moretti? Non. Allez-y. Nicole Belloubet? Non. C'est une femme. Une femme? Une femme. Oui. Une femme. Pannier-Runacher? Vautrin? Non. Belloubet? Non. Non, mais on l'a déjà dit. Dites-moi, vous n'êtes pas inspiré aujourd'hui. Non, mais parce qu'elles sont. Non, mais pas qui? inspirant. Pensez Dati? porte-parole. Ah oui, Priska. Prisca comment? Prisca Thévenot. Bon, je le compte à Philippe Bilger. Allez. Que j'ai un point. 2, non, c'est 2. Moi, j'ai rien du tout. 0, moi, j'ai 0. Qui c'est qui l'a dit à 2 points, Julien? Nous devons taper du poing sur la table plus fort envers tous les pays qui sont à l'origine d'une immigration incontrôlée vers Mayotte. Et Julien, c'était ce matin sur Sud Radio. Je sais qui c'est. Darmanin? Non, Marie Guévenoux. Bonne réponse de Françoise Degois qui sauve l'honneur avec que je l'ai écouté. C'est très serré. Parce que je l'ai écouté ce matin, c'est pour ça. Alors, question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Les matchs de foot truqués sont une réalité. Alors, c'est pas un homme politique, c'est un président de club de football. Julien, en France et à l'étranger, il a 2 clubs. Alors, je suis pas quel foot, moi je suis plus rugby, donc... Il est américain. Langauchat, il est américain. Ah, Texon, là, Bonne réponse, John Textor. Textor de le Lyon. Président de Lyon et de Botafogo, 3 points. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Emmanuel Macron joue un rôle central dans la normalisation du RN. Julien, ce n'est pas un homme politique. Ah, flûte. Et c'est une femme. Sophie Binet. Bonne réponse de Françoise Degois. C'est pas facile, ça. Sophie Binet marque 3 points. Et là, Allez, on s'en fait une petite dernière, on a le temps, allez-y. On l'a pas fait celui-là. Non, on l'a pas fait, allez-y. 2 points, oui, exact. Allez-y. Mépris, autoritarisme et mise en scène, le macronisme. Tous les Français, je pense. Non. Oui, c'est vrai. Non. Le Mélenchon? C'est une femme. C'est Clémentine Autain? Non. C'est pas une... ce même parti. Ah, Sandrine Rousseau. Bonne réponse de Françoise Degois. Est-ce qu'on peut rappeler les scores, là, s'il vous plaît? Soyez Ça y est, elle est remontée du diable vauvert. Elle était à 0, 10 points. Deuxième, Joseph Touvenel, 3. Philippe Bilger et Julien, 2. Bravo Françoise. C'est la première fois que je suis devant Philippe. Dans quelques instants, vous avez la parole avec Félix Mathieu, suivi du tour de table de l'actu des vraies voix. 7h20, Philippe David, Stéphanie Demuru. Retour en direct sur les vraies voix dans quelques instants. Notre coup de gueule avec Philippe David. Mais avant, Félix Mathieu, de quoi vous allez nous parler? Eh bien, trop haut ou mal placé, sur une pente ou dans un virage, une association de la Haute-Vienne traque les ralentisseurs non conformes sur les routes du département, sauf qu'il s'en crée toujours de nouveaux et ça, eh bien, ça agace franchement son président. Ça m'étonne pas. Philippe. On a appris cet après-midi un appel à la grève pour le pont. C'est presque un viaduc allant du mercredi 8 mai au dimanche 12 mai par les contrôleurs aériens. Alors soit, le droit de grève est reconnu dans la Constitution, mais faire la grève en période des vacances pour un des ponts les plus longs de l'année me semble franchement malvenu. Pourquoi ? Parce que ça va gâcher les vacances des Français qui ne pourront pas partir ou qui auront des difficultés pour revenir et que cela va dissuader les étrangers qui avaient réservé un séjour en France de revenir si jamais ils ne pouvaient pas venir et se retrouvaient cantonnés chez eux ou à devoir choisir un séjour en dernière minute hors de l'Hexagone. Alors rappelons que les contrôleurs aériens ne font pas partie
partie du prolétariat en haillons, qu'ils sont bien payés et ont la sécurité de l'emploi, puisqu'ils sont fonctionnaires, même s'ils ont un poste à haute responsabilité. Alors pour ceux qui prennent quelques jours de vacances bien méritées, merci de ne pas faire la grève en cette période. Au pays de Descartes qui disait « je pense donc je suis », merci de ne pas faire du j'emmerde donc je suis. Philippe Bilger. C'est un point de vue que vous développez comme toujours avec vigueur, qu'on a déjà entendu, et moi je le partage finalement. Je trouve que vous avez raison. Oui, mais alors, je devine un peu ce que va dire François. Vous allez prendre l'avion, François. Non, mais c'est pas ça. C'est que je partage ce que dit Philippe sur. On va pas commencer à faire, mais ça c'est intéressant avec Joseph. On va pas commencer à faire la classification des salariés, ceux qui auraient le droit de faire la grève et ceux qui n'auraient pas le droit de faire la grève. Bien sûr que les contrôleurs aériens sont mieux, les pilotes, n'en parlons pas, sont mieux lotis que d'autres, bien sûr. Après, la grève, c'est toujours pareil. C'est une arme de dissuasion massive. Et je suis, quoi qu'il advienne, et pourtant je prends souvent l'avion et j'ai déjà été emmerdé à de nombreuses reprises dans les aéroports, quoi qu'il advienne, je suis pour l'exercice libre et entier, sans frein, du droit de grève. Le problème, c'est le timing. C'est qu'à chaque fois, on emmerde les Français. Stéphanie, soyez en clair, vous n'allez pas faire la grève entre 3h et 4h du matin. Vous pouvez aussi faire la grève comme les Japonais avec un brassard en disant « Oh, bonjour, je suis en grève, mais je vous en prie. » non. Moi, j'aimerais ça. Je sais que vous adoreriez ça. C'est encore une différence entre la gauche et la droite. Joseph Touvenel, qui a été longtemps syndicaliste. Qui est toujours syndicaliste. Oui, dans l'âme. Un jour de cotisation. La grève, pour moi, c'est le dernier recours. Et donc, il faut avoir envisagé tous les autres. Il faut regarder si la grève, en tout cas pour l'organisation à laquelle j'appartiens, la gêne n'est pas disproportionnée, notamment pour les usagers quand c'est un service public, par rapport à ce que je demande. Mais nous sommes dans une société de l'égoïsme. Et nous sommes dans une société où le politique refuse véritablement de dialoguer, de négocier, mais ne connaît que le rapport de force, voire même le mensonge permanent. Du coup, ça crispe. Du coup, il est très difficile d'obtenir quelque chose en allant discuter raisonnablement. Quand il y a des préavis pour la grève. Comment ça se passe dans le service public? C'est pas toujours le cas dans les entreprises, puisque les entreprises, c'est beaucoup plus divers. Dans le service public, vous déposez un préavis, ça veut dire j'ai un sujet de mécontentement fort qui fait que je risque de me mettre en grève. Ça a été prévu pour qu'il y ait une négociation immédiate pour éviter la grève. Mais les négociations, elles n'ont jamais lieu. Ce qu'attendent les pouvoirs publics, c'est on va mesurer si ça fonctionne ou pas, votre grève. Donc si vous mettez le bazar, on va pouvoir négocier et on va vous écouter. Si c'est pas le bazar, on vous écoute pas. Énorme responsabilité du politique et aussi responsabilité de ceux qui font grève, qui quelquefois sont très égoïstes. Vous n'avez pas l'impression que c'est l'inverse, Joseph? C'est-à-dire que le syndicalisme français ne concevrait pas d'obtenir très tranquillement ce que les pouvoirs parfois seraient prêts à les entreprises et dans les branches professionnelles. Et qu'il veut donner l'impression qu'il doit tout arracher. Philippe, dans les entreprises et dans les branches professionnelles, beaucoup de choses se font, s'obtiennent, se vivent par la négociation. Mais on ne le sait jamais. Parce qu'évidemment, aux 20h, c'est pas intéressant. On a évité un problème, on a réglé un problème, on a obtenu quelque chose de sensé. Évidemment, ça intéresse personne. Je voulais dire ça par rapport aux syndicats. Je suis 100% d'accord avec Joseph. Je trouve que la mécanique, il l'a parfaitement démontée. Et notamment sur les entreprises, ce qu'on oublie de dire avec cette caricature, notamment sur la CGT. La CGT, il en est témoin, signe énormément d'accords d'entreprise et énormément de négociations en amont. Par ailleurs, quasiment tous. On est face à un gouvernement, au niveau entreprise, on est face à un gouvernement, véritablement, Emmanuel Macron s'assoit et s'essuie les chaussures sur les corps intermédiaires depuis qu'il est arrivé. C'est un secret pour personne. Regardez ce qui va se passer. Vous avez vu ce matin, on aurait pu en faire un vrai sujet. La réforme de l'assurance chômage, ça sera par décret le 1er juillet. D'accord? Autrement dit, tranquillou, et ça, Joseph le sait très bien, c'est la fin du paritarisme. Il est en train de sortir toutes les négociations paritaires et l'État va reprendre la main sur la gestion de l'UNEDIC. Il va surtout reprendre l'argent. Parce que l'assurance chômage, c'est plus 1 milliard. C'est excédentaire. Donc vous comprenez bien que moi je suis 100% d'accord avec Joseph sur cette question-là. Je pense qu'il y a une responsabilité énorme des gouvernements et particulièrement de celui-ci depuis 7 ans. Donc je veux bien tout ce qu'on veut. Il
faut. Nous sommes une république sociale, la France. On dit toujours la République, mais c'est une république sociale. Voilà, c'est tout. Françoise, vous avez la parole avec ce soir Félix Mathieu, une association qui entend mettre fin aux ralentisseurs non conformes dans la Haute-Vienne. Quand une bosse digne d'un terrain de motocross apparaît au milieu d'une route, en général, eh bien, c'est que le ralentisseur n'est pas conforme. Vous savez, ces dos d'âne qui font sursauter tout le monde sur la banquette arrière de la voiture, voire parfois qui grattent un peu le bas de la caisse, si les voitures sont un peu basses. Voiture. Ou une voiture basse, ça peut arriver que ça gratte le bas de la caisse. En tout cas, dans la Porsche, par exemple. Une Porsche, voilà, ma Porsche par exemple, dans la Haute-Vienne, eh bien, ça gratte parfois sur les ralentisseurs qui sont trop hauts, au point qu'une association menace de passer à l'offensive devant la justice. Bonsoir Alain Moricou. Bonsoir. Président de la DUSP 87, DUSP comme défense des usagers du service public. Alors je vois dans l'excellent article du Populaire du Centre qui vous est consacré qu'un de vos administrés parle même dans son signalement de barrage anti-char. On en est là, carrément. Ah oui, on a des ralentisseurs qui frisent les 20 cm de haut. 20 cm de haut. 20 cm de haut. Précisons-le d'emblée, c'est quoi un ralentisseur conforme? Non, mais le danger, premièrement, il est pour les motocyclistes et puis les cyclistes. Ouais, les motos, t'imagines. Et après, bien sûr, les automobilistes abîment leur voiture sur ces ralentisseurs. Mais parce que la hauteur maximale, c'est quoi? Alors, sur un dos d'âne simple, c'est 10 cm de haut. Oui. Et sur un dos d'âne trapézoïdal, où il y a un passage pour piétons, c'est 10 cm également de haut, avec des rampants de 1 mètre à 1 mètre 40. Oui. Alors, vous avez d'autres exemples de ralentisseurs dangereux. C'est par exemple quand ils sont mal placés, au-delà de leur hauteur. Au-delà de la hauteur, souvent ils sont situés sur des routes qui ont une pente de plus de 4%. On n'a pas le droit de mettre de ralentisseur au-delà de 4%. Donc c'est fréquent de voir ça dans des pentes de 6, 8, 10%. Il y a quand même une question. Enfin, les services publics et la direction départementale de l'équipement sont pas des dingues. Donc, je veux dire par là que si déjà c'est des murailles de Chine. J'imagine la moto quand j'arrive là-dessus. Bon, mais quand même, il y a forcément des raisons. Certainement que ces ralentisseurs sont placés sur des routes où les gens ont l'habitude, parce qu'ils connaissent très bien le coin, peut-être d'accélérer, d'appuyer sur le champignon beaucoup trop, comme on le fait moi la première chez moi dans les Hautes-Pyrénées parce que je connais la route. Oui, tout à fait. Par contre, nous ne sommes pas contre les ralentisseurs. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ils soient aux normes, c'est-à-dire qu'on puisse les passer à la vitesse autorisée, sans se faire secouer. Et jusqu'ici, vous avez fait des recours à l'amiable auprès des mairies. Certaines vous écoutent et vous suivent, d'autres non. D'autres non. Il y a même des maires qui nous disent qu'aujourd'hui, ils sont hors la loi, mais qu'ils assument qu'on peut interpréter la loi comme on veut. Ah oui. Et pourquoi? Parce qu'ils ont c'est trop mortel, c'est trop accidentogène, les routes sur lesquelles ils ont eu. Parce que s'ils assument, c'est pas pour emmerder le chaland. Je pense que s'ils assument, c'est parce qu'ils ont un taux de mortalité ou d'accident trop fort sur ces routes-là, non? Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme explication? Alors, certaines nous disent effectivement qu'il y a quelques accidents. Et on vérifie quand même si c'est vrai. Et d'autres, moi j'ai l'exemple d'une petite commune qui vient de mettre des ralentisseurs dans son bourg pour le sécuriser. Et le dernier accident remonte à plus de 60 tonnes. On a du mal à comprendre l'intérêt du coup. Ça n'est pas un combat désespéré que vous menez? Pardon? Ça n'est pas un combat désespéré que vous menez? Est-ce qu'il est vraiment capital? Et est-ce que vous obtenez des résultats parfois? Est-ce que vous avez réussi à en faire retirer? Bien sûr, on a commencé à en faire retirer, ou tout au moins les faire mettre aux normes, pour que les gens quand même ne soient pas surpris par de telles hauteurs. Mais vous parliez du village, du bourg qui veut sécuriser. C'est très souvent le cas en France. On voyage tous en France. C'est très souvent le cas où vous avez des routes nationales qui traversent les villages en fait, parce que le village a été coupé en deux. Ça arrive très souvent. Donc est-ce que c'est pas finalement, bien sûr, il y a un petit ennui, mais quand même, est-ce que c'est pas mieux pour protéger la vie? Parce que dans ces villages, parfois vous avez des cours de ferme, vous avez des mômes qui déboulent, qui jouent au ballon et qui se font faucher. Est-ce que finalement c'est pas la sagesse? Alors, vous avez entièrement raison, mais par contre, nous avons d'autres solutions. Aujourd'hui, il existe des feux intelligents, des feux qui sont rouges tout le temps, et si vous passez à la vitesse autorisée, ils passent vert automatiquement. Vous ne vous arrêtez plus, mais vous êtes obligé de passer à la vitesse autorisée. Ah oui, c'est bien ça. Vous ne connaissez pas celui-là? Oui. Moi non plus, je ne connaissais pas. Si, bien sûr, il y en a. Les feux intelligents qui font que si vous êtes en excès de vitesse, le feu suivant passe au rouge. Bien sûr, il y en a plein en France.
Ah d'accord. Oui, tout à fait. Et depuis des années. Je pensais que c'était juste un indicateur, tu vois. Ah non, pas du tout. Te disent c'est rouge quand t'es à 40 km/h. Non, ça s'arrête automatiquement. Les radars pédagogiques, il y a ça aussi, oui. Les radars pédagogiques qui verbalisent pas. Il y a deux choses qui se... Il y a à la fois, quand c'est un petit village, on en connaît, je pense au-dessus de Calvi, où il y a des ralentisseurs qui sont... Ah oui, je connais celui-là, mon cher Joseph. Mais pourquoi ? Parce que ça protège, parce qu'il fait beau, les enfants sont laissés libres, parce qu'il y a la sécurité. Et puis... Dans le même temps, les gens qui connaissent pas bien, effectivement, les motards qui connaissent pas bien, qui partent en vacances et qui roulent un peu vite sur ces petites routes, ça représente un danger pour eux. Merci Alain Mouricou, président de la DUSP 87. Et restez avec nous dans quelques instants. La suite des vraies voix avec le tour de table de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru. Retour sur les vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois, Joseph Touvenel. Et tout de suite, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger, Gabriel Attal, qui devrait accepter de débattre avec Jordan Bardella. La seule possibilité, si elle existe, c'est d'au moins freiner la large avance de ce dernier. Il me semble, j'ai parfois l'impression que on fait tout pour ne pas l'affronter directement, alors que Gabriel Attal, même s'il l'a nié, apparemment avait été mis en place par Emmanuel Macron, d'abord pour constituer un adversaire à l'encontre de Jordan Bardella. Pour l'instant, les résultats ne sont pas probants. Mais je pense qu'il devrait, Gabriel Attal, accepter ce débat et ne pas se contenter d'une argumentation qui a sa valeur, mais qui est tout de même assez légère, qui consiste à dire « moi j'agis et les autres parlent ». Non, je crois qu'il aurait intérêt pour lui-même et puis éventuellement pour démonter peut-être le simulacre de Jordan Bardella sur un certain nombre de sujets, d'accepter la confrontation avec lui, d'autant plus qu'on prétend qu'il est talentueux, qu'il est fait pour ça, mais qu'il le démontre et qu'il ne donne pas l'impression d'avoir peur, parce que à la longue, on finira par se demander si ce qu'il affirme assez souvent comme audace est du vent ou non. Je crois qu'Emmanuel Macron en a marre qu'il parle, Gabriel Attal. Je pense qu'il a de sources canard enchaîné, de sources de tout le monde d'ailleurs. Oui. Il en peut plus de la logorée parce que Gabriel Attal, c'est Emmanuel Macron puissance 10. C'est-à-dire que là, vraiment, à ce moment, déjà, ça fait 7 ans qu'on en... Puissance 10, vous exagérez peut-être un peu. Ouais, mais enfin bon, écoutez, on est... Macron, il est... c'est quand même déjà... Peut-être, mais quoi qu'il advienne, moi je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, Gabriel Attal, c'est là qu'on voit s'il aura de la tripe ou qu'il n'en aura pas. Vous savez, c'est des débats, ce genre de débat, ça peut constituer aussi ou un crash ou un lancement de carrière. Souvenez-vous quand même de Nicolas Sarkozy quand il accepte de débattre avec Jean-Marie Le Pen et Tariq Ramadan dans la même soirée. Finalement, il défait les deux diables de la République et le lendemain, c'est très haut. Il prend 4 ou 5 points et c'est vraiment des points de départ très importants. Moi, je pense que Gabriel Attal est très gêné parce que, évidemment, le bilan d'Emmanuel Macron à l'Europe est difficilement défendable et donc il a peur de se retrouver coincé. C'est ce que je crois, moi. C'est tout le principe de la démocratie. La démocratie, c'est aussi l'échange d'opinions, d'arguments. Ça peut être fort, ça peut être douloureux, mais c'est un risque à prendre si on veut faire fonctionner la démocratie. Le fait de jouer l'évitement en permanence, d'abord ça décrédibilise le politique en question, mais même l'ensemble de la classe politique. Parce que les Français, qu'est-ce qu'ils demandent ? C'est d'être informés et de pouvoir se faire leur jugement par eux-mêmes. Et dans un débat, on peut se faire son jugement. Alors, c'est pas définitif, mais c'est quand même un lieu privilégié de la vie démocratique. Et moi, je regrette que depuis des années, un certain nombre de gens évitent de discuter, même d'affronter opinion contre opinion. Françoise Degois. Peut-être. Oui, votre tour de table, c'est sur une loi votée au Parlement, à la Chambre des communes à Londres. Oui, c'était une loi historique et je la trouve effrayante, brutale et totalement inhumaine. Elle a été très controversée, c'est pour ça qu'elle a mis autant de temps à être votée. Elle est portée bien sûr par Rishi Sunak, le Premier ministre conservateur, qui est en grande difficulté d'ailleurs dans les sondages après 18 mois d'exercice. C'est une loi complètement délirante qui finalement permet l'expulsion de tous migrants clandestins vers le Rwanda. Alors pourquoi, quelle que soit sa nationalité, pourquoi le Rwanda ? Parce que évidemment la Grande-Bretagne et le Rwanda ont signé une convention, le Rwanda acceptant de recevoir
les migrants expulsés en échange de monnaie sonnant et trébuchante. Ça vous rappelle quelque chose? Je suppose que ça vous rappelle la Turquie. Nous nous sommes totalement désengagés des migrants, comment dirais-je, en plaçant tout dans les mains de Erdogan, avec tout le système de chantage qu'il peut avoir également pour nous et tout l'argent que cela coûte. Je trouve ça, évidemment, c'est pas simplement les associations, c'est que d'abord, ça n'aura aucun effet sur les migrants qui veulent traverser coûte que coûte la Manche sur la radio pneumatique. Et puis, les migrants sont pas des paquets de lessive, ce sont des êtres humains. C'est une chosification complètement délirante. C'est-à-dire que, ok, vous êtes afghan ou vous êtes syrien, vous fuyez. Alors, je veux bien qu'il est de bon ton de dire que tous ces gens-là ne fuient pas pour des bonnes raisons. Enfin bon, 80% des gens qui fuient pour des bonnes raisons. Vous avez le choix entre la guerre, être violé, être tabassé, être tué par les bombardements, crever de faim. Bon, vous migrez et on vous balance la loi britannique, enfin ce qu'a été la Grande-Bretagne et ce qui est en train de... Tout ça pour des raisons électorales, hein. Uniquement parce que Rishi Sunak est en train d'être talonné et qu'il a peur l'an prochain, en 2025, de perdre les élections législatives. Les migrants sont des êtres humains. Je sais bien que ça paraît enfoncer une porte ouverte que de lire. Ce sont des êtres humains. On parle d'êtres humains. On ne parle pas de paquets de lessive. Sunak a dit oui, mais les charters sont prêts. Les charters, la quasi-totalité des compagnies aériennes ne veulent pas participer de cela. Ils ont trouvé quelques avions charters et ce sera des avions probablement du gouvernement parce que les compagnies considèrent que c'est une véritable déportation. Moi, j'ai pas d'autre mot. Philippe Bilger. Déportation, le mot est fort, hein. Oui, c'est une déportation au sens premier du terme. Mais en quoi, Françoise, c'est inhumain? Je vois pas. Hein. En quoi? Non, mais Philippe, vous vous foutez de moi? Vous posez la question. En quoi c'est inhumain d'amener des gens? Non, mais d'amener des gens. Un pays a le droit d'expulser un pays a le droit d'expulser quelqu'un qui est en situation irrégulière. D'accord, mais il a le droit d'expulser quelqu'un qui est en situation irrégulière. Vous vous rendez compte qu'il y a un accord qui a été passé entre un pays d'Afrique, du Centrafrique, et la Grande-Bretagne contre argent sonnant et trébuchant. Faire du commerce de migrants. Mais c'est exactement pour ça que le Rwanda accepte. Mais bien sûr. Et alors, vous trouvez ça normal? Vous pensez pas qu'il vaut mieux travailler à des relations diplomatiques pour envoyer peut-être des gens vers des pays d'origine ou les accueillir dans des bonnes conditions? Mais on n'y arrivera pas. On parle pas. Mais arrêtez avec votre subversion. La question est comment vont-ils être accueillis au Rwanda? Mais non seulement. Et puis Kagame, c'est quand même un modèle de démocratie, comme chacun le sait ici autour de cette table. Vous rendez. Mais comment vous pouvez poser cette question? Comment ça se fait que vous n'êtes pas vent debout, vous, un démocrate, humaniste, avec l'idée qu'il y a un pays d'Afrique, un pays, le Rwanda, qui est un des pays les plus stables, je le reconnais, qui est à la limite, qui est un régime autoritaire, qui signe une convention avec la Grande-Bretagne à 10 000 km ou à 5 000 km pour récupérer, garder des migrants qui ne viennent absolument pas d'Afrique noire, pour la plupart d'entre eux, contre argent sonnant et trébuchant. Et vous n'êtes pas en train de vous dire... Mais c'est une chosification, ça s'appelle du marchand. Ça s'appelle des marchands. En fait, c'est la démonstration. C'est la démonstration qu'il y a un vrai problème d'immigration. Et tous ceux qui, depuis une décennie, nous disent il n'y a pas de problème, quand on regarde dans tous les pays d'Europe, il y a un problème d'immigration, un problème d'immigration illégale. D'ailleurs, il n'y a pas une seule immigration, il y a des immigrations. L'immigration qui est l'immigration je suis pourchassé dans mon pays, etc., est ultra minoritaire. La majorité de la migration, c'est une migration de la misère, économique. Et oui, alors? Oui, d'accord. Mais de la misère, on peut considérer qu'on en a un certain nombre. D'accord. Notamment sur nos trottoirs. Et j'aimerais bien que la promesse du président Macron, qui était de dire, moi, au bout d'un an au pouvoir, il n'y aura plus un seul SDF dans la rue. Jospin avait fait ça, vous vous souvenez, Joseph? On ne peut pas continuer, et les Britanniques, mais les autres en font la démonstration, à dire, venez, quand on est dans l'incapacité d'accueillir les gens. Mais François, ce que font les Britanniques là, moi, je suis frappé. D'abord, celui qui prend la décision, il est d'origine immigrée. Il est né en Afrique et ses origines, c'est en Inde. Oui, mais Rishi Sunak, c'est la classe élite. Il est marié avec une multimilliardaire. C'est l'élite britannique, arrêtez avec ça. Mais non, mais c'est une réalité. Mais vous parlez de la couleur de peau de Rishi Sunak. S'il était breton, je vous dirais il est breton. Il fait partie de l'élite britannique, Rishi Sunak. Ce qui est quand même extraordinaire, regardez bien le prix que paye la Grande-Bretagne. Et je ne sais pas si ça sera efficace. Quel prix paye? 370 millions d'euros en 5 ans va être versé au Rwanda. Plus 23 000, je parle en euros, je pourrais vous parler en livres sterling. C'est 370 millions de livres, c'est 430 millions d'euros. Un marché, ça s'appelle. Plus 23 000 euros par personne. Oui, donc vous vous rendez compte? Plus 140 millions qui seront versés.
une fois que les 300 premières personnes ont été relocalisés. C'est-à-dire que derrière, il y a un engagement de relocaliser dans leur pays d'origine. Je ne sais pas comment c'est l'engagement du Rwanda et de Kagame, bien sûr. Plus des frais de traitement de fonctionnement pouvant aller jusqu'à 175 000 euros par personne. Et cet argent, on ne peut pas l'utiliser pour intégrer... On a extraordinaire. Et je trouve que vous trouvez ça extraordinaire comme mesure? Bah oui, enfin quand j'additionne... Vous engueulerez pendant la pub, on a plus le temps. Et je me dis, mais dans ces cas-là, quel est l'intérêt? Ou alors l'immigration coûte vraiment très très cher, et ça demande de se pencher véritablement sur le coût de l'immigration dans un pays. Bah voilà, merci beaucoup Paul, Joseph, on dit la même chose en fait. Restez avec nous dans quelques instants. Le coup de projecteur à 18h30, à la veille d'une campagne de sensibilisation aux violences éducatives ordinaires. La Cour d'appel de Metz s'appuie sur un droit de correction qui serait reconnu aux parents pour relaxer un père accusé de maltraitance. On verra, ça fait beaucoup réagir. Absolument, ça fait beaucoup réagir. C'est dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous rejoindre sur les vraies voix. Philippe Bilger, Françoise Degois. On poursuit notre tour de table de l'actu des vraies voix avec vous, Joseph Touvenel. Et oui, je vais évoquer ce qui se passait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, 276 lycéennes nigérianes, du Niger, ont été enlevées par les islamistes de Boko Haram. Au bout de quelques jours, un certain nombre ont pu s'enfuir, 42, puis ensuite 57. Le choix des islamistes n'était pas neutre. Le choix des islamistes, ça a été d'attaquer des écoles pour interdire aux petites filles, aux jeunes filles, l'éducation. Une fois qu'elles ont été enlevées, Aboubacar Sheko, le chef djihadiste en question, a déclaré que il allait vendre ces jeunes filles sur le marché aux esclaves, parce qu'il existe encore des marchés aux esclaves, et effectivement, un certain nombre ont été vendus, je vais vous donner le prix, on l'a su, $12. $12, ah oui. $12. 10 ans après, on n'en parle plus. Il reste toujours 82. Alors ensuite, certaines ont été libérées contre rançon ou des échanges de prisonniers. Il en reste toujours 82. 82 qui sont réduits, mariés de force, esclaves sexuels. Et moi, je m'étonne que nos féministes ne bougent pas, ne disent pas, plutôt que de s'occuper du Burkini à Grenoble. Il me semble que ces jeunes filles, mais dans ce pays, il y a d'autres exemples. Je vais vous en donner un dernier, parce que celle-là, je m'étais renseigné, on avait essayé de travailler. C'est Léa Charibut, 15 ans, enlevée en 2018. On lui a proposé d'être libérée si elle se convertissait à l'islam. Elle a refusé. Courageusement, elle a refusé. Ils ont voulu en faire un modèle. Ils en ont fait une esclave sexuelle. Et cette jeune fille, cette courageuse jeune fille, on n'a plus aucune nouvelle depuis 2020. Ben, je pense que nos féministes officielles, elles devraient un peu se remuer pour faire libérer toutes ces otages et pour permettre à ces filles d'Afrique, du bout du monde, de pouvoir aller à l'école. C'est vrai que l'écriture inclusive, ça paraît beaucoup plus important ou les Playmobil non genrés aux féministes françaises que ça, par exemple. Parce qu'on l'avait complètement oublié. Moi, quand Joseph nous a envoyé son... Il y a beaucoup de causes féministes, en effet, qui sont abandonnées. Je dirais ce qui se passe en Iran, par exemple, et qui a l'air malheureusement de tourner au fiasco en faveur de ce régime. Je pense que d'abord ça tourne pas au fiasco en faveur du régime. J'écoutais un spécialiste de l'Iran qui disait en fait ça travaille, ce régime est de plus en plus fragilisé, donc je crois pas du tout que ça tourne au fiasco. Après, les féministes françaises, il faut arrêter aussi de les caricaturer, de dire les Playmobil, elles ont elles-mêmes aussi... J'ai pas dit les Playmobil, j'ai dit que sur les Playmobil non genrés, ça peut faire scandale. On peut s'amuser à faire des comparaisons caricaturantes. Non, c'est pas du tout caricatural. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'elle s'occupe des genres qu'elle s'occupe pas des combats féministes dans le monde. Les féministes françaises. Les viols du 7 octobre. Non, mais ça c'est autre chose. Ça, je suis d'accord avec vous. Non, mais ça, c'est variable. Je suis désolée, mais là. Est-ce que je peux terminer, Sandrine Rousseau? C'est pas vrai. Vous coupez tout le temps les autres, alors vous étonnez pas qu'on vous rende la monnaie. C'est les deux, ça va dans les deux sens. Ne croyez pas que vous êtes un chantre de l'écoute. La plupart du temps, vous faites semblant d'écouter, vous écoutez rien. Non, je veux dire, Sandrine Rousseau, c'est vrai. Sandrine Rousseau, je peux vous prendre en défaut souvent. Sandrine Rousseau, par exemple, elle était particulièrement claire sur le 7. Non, mais elle a été claire sur le 7 octobre. Donc, moi, cette espèce de caricature, Sandrine Rousseau a été claire. C'est pas une caricature, là, ce sont des faits, ce sont des jeunes filles. Mais personne n'en parle. Mais je suis d'accord, mais c'est pas simplement le fait des féministes. Les gouvernements devraient en parler. On devrait avoir des pressions. Non, mais on devrait avoir. Moi, je veux bien que les féministes. Qui s'occupent de savoir si on a mis la main aux fesses dans un ascenseur, ok. C'est très moi, important. je condamne tous ceux qui mettent des mains aux fesses dans les ascenseurs. Mais les
esclaves sexuels et les marchés aux esclaves me semblent être une priorité. Est-ce que je peux dire qu'il y a énormément de textes des féministes, il y a des féministes à la France Insoumise qui parlent de ces questions-là sur l'esclavage sexuel. Il faut sortir lesquels ? Mais Mathilde Panot par exemple, Clémence Guettet, il y a beaucoup de choses. Parti socialiste, vous avez une délégation féministe qui parle énormément de ce genre de sujet. J'ai pas vu leur grande manifestation. Mais c'est pas parce que ça arrive pas à vos oreilles que ça ne marche pas. Moi je suis comme vous, je lis tout, j'essaye de tout écouter. S'il y avait eu une grande manifestation sur ce thème, d'ailleurs j'y serais allé. Mais oui, moi je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on peut manifester surtout ? Mais est-ce qu'on peut manifester surtout ? C'est un vrai sujet. Moi je suis d'accord, il y a beaucoup de sujets féministes sur la planète. L'esclavagisme sexuel en fait partie. Et je rajouterai sur ce que vous avez dit, on se fout toujours, je me souviens à quel point on s'est foutu de Ségolène pendant la COP21 quand elle disait que le terrorisme et le djihadisme et le climat étaient liés. C'est exactement ce qui se passe. Vous avez des régions entières qui sont en train de s'assécher, notamment autour du lac Tchad. Et ces régions-là, il n'y a plus rien à bouffer. Que fait Boko Haram ? Ils arrivent dans les villages, ils disent « Vous n'avez plus rien à cultiver, eh bien, on vous enrôle ». Et ça, c'est un vrai sujet, par exemple, qui mériterait aussi d'être débattu. Les razzias pour prendre des jeunes filles et les réduire en esclavage, ça date pas du changement climatique. C'est vieux comme l'islam. Non, mais Joseph, j'ai absolument pas dit ça. Je dis en plus de ça qu'il y a une aggravation, c'est par esprit d'escalier. Je disais qu'en plus de ça, on ne réalise pas ce que le changement climatique fait aussi dans la capacité de ces groupes terroristes, si vous voulez, à recruter et à pratiquer ce genre d'infamie. Allez, dans quelques instants, on va pas être d'accord non plus sur les fessées, n'est-ce pas ? La Cour d'appel a relaxé un ancien policier accusé de violence sur ses enfants non droit de correction, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, il est légitime de parler d'un droit de correction reconnu aux parents malgré la loi de 2019 qui interdit notamment la fessée ? Est-ce que dans ce contexte de débat sur le sursaut de l'autorité, on doit craindre l'augmentation des violences éducatives ? Jusqu'à quel point les parents sont-ils libres d'éduquer leurs enfants comme ils le souhaitent ? Et à cette question, les parents ont-ils un droit de correction sur leurs enfants ? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et ça va certainement faire bondir notre invité Edwige Antier, pédiatre et ancienne députée, qui était très engagée sur ce sujet. Bonsoir Edwige Antier. Oui, bonsoir et merci de m'inviter pour ce sujet très important. Avec plaisir, on va en débattre dans quelques instants. Très rapidement, quand vous voyez cette décision du tribunal de Metz, est-ce que vous craignez finalement un retour en arrière ? Oui, un retour 2 siècles en arrière. Parce que le droit de correction, c'est Napoléon qui l'a mis dans l'état civil. On avait le père avait le droit de correction sur sa femme et sur ses enfants. Mais on n'en est plus du tout là. Aujourd'hui, à la fois l'expérience et les neurosciences montrent les dégâts que la main levée fait sur les enfants. Et donc, on ne peut pas revenir à ce droit de correction. C'est un scandale absolu et une régression grave. On va en parler dans quelques instants. Vous pouvez nous donner votre avis, 0826 300 au standard. Aude vous accueillera comme d'habitude avec le sourire. Restez avec nous. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Et retour avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois, Joseph Touvrel et tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est un débat qui fait parler avec cette décision du tribunal de Metz. C'était il y a 2 jours, mais enfin, on en reparle parce que demain, il y a une campagne de sensibilisation qui sera lancée sur les réseaux sociaux. Le 30 avril, ça sera la journée sur les violences éducatives, justement, sensibilisation aux violences éducatives ordinaires. Et le sujet fait beaucoup réagir, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-il légitime de parler d'un droit de correction tacite reconnu aux parents, malgré la loi de 2019 qui interdit des châtiments corporels envers les enfants ? Est-ce que dans le contexte de débat sur un sursaut d'autorité, on doit craindre l'augmentation des violences éducatives ? Et jusqu'à quel point les parents sont-ils libres d'éduquer leurs enfants comme ils le souhaitent ? Et à cette question, les parents ont-ils un droit de correction sur les enfants ? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Oui, à 90%, ça fait beaucoup, Philippe Bilger. Alors, on fait... Je vais faire amende honorable. C'est un grand plaisir de savoir qu'Edwige Antier est notre invité, parce que il y a quelques années, je continue à beaucoup l'apprécier. J'avais tendance, peut-être comme un imbécile, à me moquer un peu de cette volonté d'entrer dans le secret des couples et des familles pour interdire la fessée.
elle a réussi à faire voter une loi en 2019. Oui. Et évidemment, quand je vois la décision du tribunal de Metz, en aucun cas, lorsque je défendais le droit de légère réprimande, je n'imaginais aller jusqu'à ce droit de correction qui a dépassé d'étranglement, a priori. Oui, qui a dépassé les bornes. Mais bon, j'ai bien compris, mais je continue tout de même, et ce sera une question que Edwige Antier voudra bien enregistrer. Je me demande si un certain humanisme par rapport à des familles dans la difficulté et dans l'énervement, avec des conditions d'existence difficiles, ne constitue pas une sorte d'humanisme de luxe en interdisant non pas les violences éducatives quotidiennes, mais des petits actes qui ne traumatisent pas l'enfant et qui pourraient se comprendre dans une sorte d'effervescence et d'émoi collectif. Je mets un point d'interrogation à tout cela. Donc, Avant de poursuivre, justement, cher Philippe Bilger, je lis un petit extrait de cet arrêt. Il est reconnu à tout parent le droit d'user d'une force mesurée et appropriée à l'attitude et à l'âge de leurs enfants dans le cadre de leurs obligations éducatives. C'est ce qu'écrit... Stéphanie, vous avez vu la force mesurée, le témoignage du petit garçon, du jeune garçon, vous avez vu la force mesurée utilisée par le père. Écoutez, ce jugement est un scandale. Et moi j'entends, et pourtant je suis une boomer, j'entends une bonne petite fessée ça fait pas de mal, mais bien sûr qu'une bonne fessée ça fait du mal. Vous avez eu des gifles, vous. Mais oui, mais bon, comme tous les gens de ma génération, on a été élevés comme ça, etc. Mais je suis absolument certaine qu'on peut élever autrement, on peut éduquer autrement, faire marcher les enfants au son du tambour et les faire masser au son de la gifle. De mon point de vue, ça ne fonctionne pas. J'entends ce que dit Philippe en creux parce qu'il met énormément de phrases pour nous dire en gros que dans les milieux sociaux difficiles où il y a de l'énervement, on peut supporter de mettre des claques pour l'autorité. Dans aucun milieu, hein. Un enfant, c'est pas un animal qu'on éduque à la cravache. Voilà. Et je pense que Edwige Antier, je suis ravi qu'elle soit là parce que il y a, je vais pas citer, c'est elle qui va le faire, la somme de recherches qui sont faites sur les traumas pour les enfants. Vous pensez que c'est rien du tout, que c'est anodin, une gifle, une fessée, plus une gifle, plus une fessée. Mais c'est vrai que vous l'avez dit, on l'entend beaucoup, allez, une petite claque. Et surtout en ce moment, oui, dans un contexte... je te mettrai une petite claque. Mais parce que tu crois que tu changes quelque chose, si tu veux, dans ce qui se passe du rapport de l'enfant à l'autre et à la société, parce que tu mets une fessée ou une gifle, absolument pas. Joseph Touvenel. Moi, je pense que c'est juste un problème de mesure. Je suis contre une loi qui interdit la fessée. Voilà. Alors après, il y a des familles, vous savez, où il y a plus de filles et plus de garçons. Moi, je suis né dans une famille où nous étions 7, avec 4 garçons. C'est assez mouvementé. On n'était pas battus, on n'a pas été traumatisés. Mais de temps en temps, il est arrivé que le soir, je prenne une fessée. Je m'en porte pas plus mal. C'est vraiment le problème de mesure. J'ai pris une fois une claque de mon père et il avait bien fait. Vous voyez, je m'en souviens une. Mais pourquoi vous dites il a bien fait? Parce que je m'en souviens, et 2, c'était au moment de la sonnerie à un monument aux morts. Et par respect pour ceux qui sont morts pour la France, il me l'a mis dans la tête, je ne l'ai pas oublié. Ouais, bon. Je l'ai expliqué derrière. Et ça, c'est très important. Et vous voyez, entre l'interdiction, entre la banalisation de la violence, qu'il faut pas banaliser, des coups, des claques, des machins, non. Mais à un moment donné, après, il faut savoir aussi montrer des limites aux enfants. Ça peut passer par un geste physique, selon les uns ou selon les autres. C'est pas systématique, mais il y a des enfants qui ont besoin d'un geste physique pour leur montrer. Je crois pas, justement, je pense que c'est ça. Pardon, Edwige. Excusez-moi, mais c'est très très grave que vous reveniez comme ça là-dessus. Cette loi, en effet, moi j'ai mis 9 ans à la défendre. Elle a été votée par le Parlement il y a 15 ans, donc elle est inscrite dans le Code civil. Elle est lue lors des mariages. Et je me tourne vers notre grand juriste, Philippe Bilger. Mais en quoi le juge a le droit de revenir sur un texte de loi qui a été voté? La loi est supérieure à la jurisprudence. N'est-ce pas, Philippe Bilger? Oui, bien sûr. Donc le juge n'a pas le droit. Disons qu'il interprète la loi, évidemment, mais il l'a fait à Metz d'une manière assez aberrante. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, il n'y a pas écrit, c'est
Oui, pardon. Dans la loi, il n'y a pas écrit si c'est proportionnel et blabla. Bien non, sûr. il y a écrit l'autorité parentale s'exerce sans violence physique et psychologique. Donc, il perd son autorité parentale. En première instance, cela avait été bien dit, avec une proposition de lui expliquer et de lui faire suivre de l'aide à la parentalité pour comprendre comment élever autrement. Mais il refuse, il maintient ces enfants qui ont le courage de témoigner, qui ont eu le courage d'aller voir les gendarmes pour dire qu'ils en avaient assez de se faire coller contre le mur avec la main comme ça. Eh bien, ils sont trahis aujourd'hui. Ils sont trahis. J'espère que le juge aux affaires familiales va garder un arrêt de garde chez le père le temps que la cassation se prononce et que tout soit remis dans l'ordre. Ça ne veut pas dire que ce père ira en prison. On dit voilà, les pères vont aller en prison. Non, c'est pas du tout ça dans la loi. C'est les pères vont être amenés à apprendre comment faire autrement. Et les mères aussi, j'espère. Les mères aussi, pourquoi que les pères? Là, en l'occurrence, c'est un père. Non, mais on parle pas d'un cas d'espèce, on parle en général. Le cas d'espèce, il est condamnable, évidemment. Puisqu'il ne respecte pas la loi. Je vais vous faire tous les... Mais Eddy Gentil, est-ce qu'on peut revenir sur le désastre des coûts? Non, mais ça, c'est qui m'intéresse de vous, c'est que là, il y a la loi et c'était très bien. Absolument. Mais est-ce qu'on peut revenir sur ce que représente, même de façon anodine, un désastre d'une main levée sur un enfant? Voilà. Dites-le, parce que j'ai l'impression qu'on prêche dans le désert, quoi. Merci beaucoup, Françoise. Oui, parce que chacun, c'est une mode, etc. Vous avez bien raison. Il y a eu des études scientifiques, neuroscientifiques, en masse pour montrer ce que le stress, lorsque vous frappez un enfant, fait sur les connexions neuronales. Le gouvernement a fait un programme qui s'appelle les 1000 premiers jours pour expliquer aux parents ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant. C'est absolument extraordinaire. On est émerveillé. Un enfant, il apprend plus de choses, il connecte plus que Google chaque minute. Et donc, quand vous tapez dessus, ou quand vous criez, menacez, parce que l'enfant, quand on lui donne une fessée, on dit non, mais docteur, c'est une fois par mois. Mais ça veut dire que tous les jours, on dit, tu sais ce qui t'attend, tu vas t'en prendre une, fais attention. L'enfant vit dans la peur, et ça ferme les neurones. Visiblement, on n'a pas eu la même éducation. Et un enfant, ça a aussi 10 ans, 11 ans, 12 ans. Excusez-moi, je continue. Ça ferme les neurones et ça a des conséquences à la fois cognitives, c'est-à-dire sur ses connaissances et ses compétences à apprendre. C'est pas pour rien que les pays scandinaves qui ont supprimé les châtiments corporels sont en tête de PISA à l'adolescence. Ils sont en tête pour les connaissances. Ça ouvre les neurones de respecter notre enfant. Rien de plus précieux. Et d'autre part, une dernière chose sur les conséquences. Oui, on a établi parce que ça fait sécréter de neurohormones. Je ne vous parle pas de ce qui se passe en imagerie cérébrale. Aujourd'hui, c'est passionnant parce qu'on voit tout ça. Et vous avez les hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol qui nuisent aux connexions neuronales. Et tout ça, c'est vraiment prouvé. Et vous avez une neuroscientifique qui vient de publier une IRM où elle a eu un bébé de 2 mois. Elle est passionnée de neurosciences aux États-Unis. Elle a montré dans une IRM les aires cérébrales qui sécrètent les neurohormones et comment ça se met en connexion entre le parent, la maman et son bébé. Et ça continue pendant toute la croissance, jusqu'à l'adolescence comprise. Alors, Edwige Gentil, on va parler, parce qu'il y a quand même un problème de surviolence de certains mineurs. Quand vous avez un ado de 13-14 ans, alors faut pas crier, faut pas mettre de fessée, mais quand vous avez un ado violent qui tape sur les parents, parce que ça existe. Souvent d'un milieu violent. J'ai posé la question, pas toujours, j'ai posé la question à Jean-Dory Doyard qui m'a toujours pas répondu. Qu'est-ce qu'on fait? Votre ado, il fout un pain à sa sœur ou à votre femme, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, je dis, ces ados-là qui frappent leurs professeurs, qui frappent leurs parents, ce sont ceux qui s'en sont pris pendant tout le temps. C'est les mères, parce que ça se transmet. Bien sûr. Ça se transmet. Comme le dit très bien notre ami, lui, il dit, mon père le faisait, ça m'a fait du bien, et on se dit, eh bien, je fais pareil. Et donc, l'enfant devient rebelle, sournois, tout ça, toutes ces caractéristiques ont été prouvées, et il va se rebeller contre son environnement. En fait, il perd de l'empathie. On parle beaucoup de l'empathie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a cette peur. Les enfants font peur. Alors, ils font peur, on veut revenir
à Napoléon et à la France. On ne se rend pas compte. Mais quand ils n'ont plus justement cette empathie, docteur Antier, quand ils n'ont plus du tout cette empathie, comme malheureusement c'est le cas chez certains enfants. Il y a des enfants naturellement plus empathiques que d'autres, en passant. Hein. Comme ta petite fille, par exemple. Non. Je parle même pas de ma petite fille. Je suis pas narcissique à ce point. Alors, attendez. Excusez-moi, mais si vous vous écartez, je ne vais pas bien vous répondre. Parce que des enfants qui sont plus difficiles. Ah oui, mais le mien, il était difficile. Ah oui, mais le mien, il avait mauvais caractère et moi, j'avais mauvais. Non, il y a maintenant aussi dans les sciences, et je remercie Françoise de me traiter en médecin qui va parler sciences, vous avez l'épigénétique qui montre que on peut modifier les gènes, on peut leur permettre de s'exprimer. Donc le petit qui a les gènes de l'affreux oncle Jules et qui risque d'être violent, je sais pas quoi, si on le prend comme il faut, eh bien, on va empêcher ces gènes de s'exprimer ou on va amoindrir leur expression. Donc on va pas penser que c'est une fatalité le caractère et ça nous donne un bon prétexte pour taper. Non, c'est trop facile. Philippe Bilger veut réagir. Vous m'avez dit vous m'avez dit, excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait devant ces grands... Oui, parce que s'il frappe votre femme, vous êtes le père, vous n'allez pas dire, écoute, vas-y, continue, parce qu'il ne faut pas que je te crie dessus, il faut que je fasse rien. Et c'est de l'annonce d'assistance à personne en danger. Hein. Mais non, parce que, vous savez, ne pas taper, ça ne veut pas dire être laxiste. Non, mais si vous le voyez qui tape sa mère ou son frère ou sa soeur, vous faites quoi? Eh ben, vous le tapez, il retape. Qu'est-ce que c'est pas une solution? Pourquoi vous croyez que c'est une solution? Mais vous faites quoi alors? Violent. Mais non, mais j'ai pas dit. Mais la solution, c'est quoi? Moi, j'ai pas la solution. La solution, c'est quoi avec un ado violent, avec sa famille? C'est quoi la solution? Parce que je n'ai pas. Alors je vous la pose. Eh ben, oui, bien sûr. Alors la loi, elle a surtout un travail pédagogique et préventif puisqu'elle parle de l'autorité parentale, donc c'est pour les petits, parce que les grands, l'autorité parentale, évidemment, c'est trop tard, ils n'obéissent plus aux parents. Et justement, tout ce que vous avez fait dans la petite enfance, au moment où ils ont 13 ans, 14 ans, eh bien, vous avez un enfant vraiment délicieux. Moi, je vous parle avec 50 ans de pratique. Je suis les bébés de mes bébés. Hein. Philippe Bilger a élevé 6 enfants, donc lui, il est... Je peux voir que je vérifie. Edwige Antier. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je dis qu'il faut l'exclure de ce contact. Et donc, il faut lui dire, moi, je le reçois à ce moment-là en entretien personnalisé et en lui disant, t'es vraiment très énervé, tu fais des choses, je pense que tu n'aimerais pas les avoir faites. Et comment on va faire maintenant? Parce qu'on peut pas rester dans une famille où on tape sa mère et tape son père. C'est juste pas possible. Donc, comment on va faire? Et je discute avec lui. Est-ce que tu veux aller en pension? Parce que peut-être un an de pension, ça te mettra un peu un cadre et ça ira beaucoup mieux. Est-ce que tu veux avoir une psychothérapie qui va t'empêcher de taper comme ça, te retenir? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais discuter avec lui. Mais vous savez, on y arrive très bien. Il faut juste le respecter et comprendre que c'est une vraie personne. En général, ils se mettent à pleurer, bien sûr, mais on arrive à parler. Philippe Bilger. Edwige Antier, au fond, en vous écoutant, je me demande si vous ne sous-estimez pas chez l'humain, non pas le désir de corriger, mais parfois les difficultés de correspondre à ce que vous développez et que je crois totalement exact. Est-ce qu'au fond, il ne faudrait pas imaginer une éducation permanente des parents, enfin d'un certain nombre de parents, pour leur dire que on peut arriver à cette forme de sérénité éducative qui, si j'ai bien compris, n'exclut pas tout de même une forme d'autorité. Bien sûr, totalement d'autorité. Je vous parle, je vous dis, je soigne les bébés de mes bébés, j'ai du recul, j'ai 7 petits-enfants, donc personne n'a jamais pris de claque. Et comment ça se passe? Il faut vraiment connaître le développement de l'enfant et donc être bien accompagné, comme vous dites. Parce que quand je montre aux parents un cerveau, avec qu'est-ce que c'est que le système limbique, le système des humeurs, comment on le calme, et en tapant pas sur l'enfant de 3 ans, 4 ans qui fait une colère, mais en sachant le calmer. Donc c'est vrai que c'est une aide à la parentalité, comme ils font dans les pays nordiques, bien sûr. Et vous savez, on a tout le système. Vous avez dans les crèches des professionnels qui sont formés.
vous avez dans les écoles des psychologues, vous avez des pédiatres, vous avez les PMI qui vont jusqu'à 6 ans, et puis ensuite les psychologues scolaires. Donc, Edwige Jantier, pardonnez-moi, est-ce qu'il y a un âge, est-ce qu'il y a un âge où c'est entre guillemets moins traumatisant? Un adolescent, c'est pas un enfant, effectivement. Taper un enfant de 5 ans et taper, donner une fessée à un ado de 14 ans récalcitrant, c'est peut-être pas la même chose, si. C'est une question que je vous pose. L'ado, on va lui donner une gifle, mais c'est très humiliant. Et d'où on se permet, est-ce que on se permettrait vis-à-vis de vous? C'est encore pire, c'est un cerveau en développement. Et le cerveau, il est vraiment terminé à 25 ans. Ah oui. Nos ados, ils ont encore la myéline là qui n'est pas finie. Donc on le voit sur les IRM du cerveau. Donc non, il est très fragile, au contraire. C'est un âge où il faut vraiment faire très attention. Moi, je vous dis, cette loi, elle a été très réfléchie. Le Conseil de l'Europe la recommande, et chaque parent qui vous écoute, je vous remercie beaucoup, parce que je pense que ils auront réfléchi. Et regardez bien le film qui va avec la campagne. Joseph Touzel, ça vous a fait réfléchir quand même, ça vous avait changé d'avis? J'ai l'impression qu'on est dans les caricatures. On nous parle d'abord de bébés, évidemment. Après, on a l'impression que c'est systématique. Tout ça est un problème d'équilibre. Évidemment, l'éducation qu'on va donner va apprendre à l'enfant à obéir, parce que l'enfant doit obéir. Hein, c'est pas un petit maître, c'est pas un petit dieu. À obéir, on n'a pas besoin forcément d'avoir un geste qui soit un geste brutal. Mais pour certains, un geste physique, de temps en temps, ça évite d'en avoir d'autres, et ça fait partie de la vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit des générations qui arrivent, on n'a jamais de frustration, jamais de non, jamais d'empêchement, et ce sont des petits monstres qui sont en train de nous mettre une société à feu et à sang, parce qu'ils sont monstrueux, parce qu'on leur a jamais... Et c'est juste un problème d'équilibre. On va pas traiter de la même façon... Cette société... Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un sujet apocalyptique. Regardez, mais elle a raison, Edwige Jantier, allez dans les sociétés d'Europe du Nord, où effectivement... Je sais pas, ils sont toujours parfaits. Non, mais je sais pas comment ils font. Ils sont souvent parfaits sur le plan économique, parce qu'ils ont adopté une attitude humaniste. Pourtant, ils ont des taux de suicide les plus élevés du monde, bizarrement. Non, mais pas simplement, mais bien sûr, mais comme le Japon, c'est parce qu'il n'y a pas de soleil. Écoutez, arrêtez, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'à cause du soleil. Non, mais vraiment, honnêtement, la France réac contre la France progressiste, voilà. Je me demande si on n'est pas encore une fois dans la caricature. On a passé le timing. Merci beaucoup, Edwige Jantier, pédiatre et ancienne députée. Merci, Philippe Bilger. Françoise est déjà partie. Françoise de Gauche qui est partie, elle a déserté. Et Joseph Touvenel, tout de suite, les vraies voies de l'emploi, et on va recevoir une belle entreprise française, Total Énergie, qui crée 15 000 emplois cette année. Et il y a énormément d'emplois, notamment dans les énergies renouvelables. Et ils payent leurs impôts en France, bien sûr.